Ils viennent chez moi, sur mon plateau, pour être écoutés, pour être câlinés, pour être embrassés. Et c'est profondément ce que je suis, mais pas que. C'est la rentrée sur InPower et on ouvre cette nouvelle saison avec une interview exclusive de Faustine Bollaert. Moi, les premières images que j'ai de moi quand mon père nous filmait, c'est avec un tube de colle à la main, en train d'imiter Michel Drucker et Jean-Pierre Foucault. Enfin, j'avais ça qui me coulait dans les veines. Il ne m'est jamais traversé par la tête de faire autre chose de ma vie que de faire de la télévision. Faustine est devenue une figure incontournable du paysage médiatique français. Présentatrice de l'émission iconique Ça commence aujourd'hui, autant Faustine a l'habitude d'entendre les confessions des autres, autant elle n'a pas l'habitude de nous livrer la sienne. Qu'est-ce que j'ai à apporter à ce milieu-là qui se passe très bien de moi ? Je suis profondément en gratitude, c'est-à-dire que moi je ne suis rien si les gens ne me regardent pas à la télévision. J'ai touché la mort de près, la mort m'a vraiment accompagnée. On en a autant peur aussi parce qu'on en parle aussi peu. En fonction de ce qu'on croit, on va pas du tout vivre de la même façon. Elle a pourtant joué le jeu au micro d'InPower et elle nous partage ce qui se cache derrière sa sensibilité, ses insécurités et ses peurs. Je fais un métier où mon physique est un sujet. Attention, si je veux vieillir en télé, il faut qu'on arrête de me regarder, il faut qu'on m'écoute. Parce que c'est pas le tout d'avoir envie d'exercer ce métier, il faut que ce métier ait envie de moi. Ça t'a toujours habité ? Si c'est la première fois que vous écoutez InPower, bienvenue. Et si jamais vous êtes déjà un ou une habituée, c'est peut-être que le podcast vous plaît. Alors pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Faustine Bollaert. Bonjour Faustine. Bonjour Louise. Je suis très contente de t'accueillir ici, ça me fait très plaisir que tu aies accepté mon invitation. Merci beaucoup de me recevoir, je suis très touchée et je réponds jamais vraiment beaucoup à des propositions de podcast, mais venant de toi, j'avais très envie d'être là. Merci beaucoup. En plus, on s'est vu la semaine dernière pour le tournage de Safe Zone, qui est un peu ton nouveau projet qui était vraiment chouette. Il faut quand même dire que j'en suis arrivée aux larmes, ce qui m'arrive moi aussi quasiment jamais. Ouais. Donc Faustine est aussi douée qu'on peut le penser. Je l'ai vécu. Écoute, on va parler de pas mal de choses dans cette interview. On va parler de toi, mais pas que, tu vois. Si jamais à un moment on a envie de se lancer sur un sujet, sur les médias, sur le rapport au corps, sur l'âge, sur toi, une cause qui t'anime. Voilà, tu vois, l'idée c'est vraiment d'échanger en toute bienveillance. D'accord. Petit disclaimer, pour les personnes qui seraient peut-être de la presse people, si vous souhaitez prendre des phrases hors contexte de cette interview, en fait, on vous retrouvera et on vous décrédibilisera. Voilà, c'est ça. Et on le dira que c'est sorti de son contexte. Donc n'essayez pas, voilà. Écoute, c'est la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Écoute, j'écoute tes podcasts, donc j'avais réfléchi à la question et je me suis dit que ce qui me correspondait pas mal, c'est un peu ce que je mets sur mon profil Instagram, à savoir que j'étais une animatrice passionnée qui aime profondément les gens, profondément les autres, maman. Et en fait, sur mon Instagram, j'ai mis femme libre, mais je pense que c'est pas tout à fait vrai. Je pense que c'est femme qui aspire à être de plus en plus libre. Voilà, je pense que c'est plus, je suis une femme work in progress à ce niveau-là. Et en plein changement aujourd'hui, je pense que la quarantaine, il fait quelque chose, tu verras dans très longtemps. Et donc, je pense que voilà, maman, animatrice et femme, j'essaie de m'améliorer dans chaque catégorie. C'est quoi une femme libre pour toi ? C'est une femme qui n'a pas peur, tu vois, depuis tout à l'heure, on a parlé 5 minutes avant de commencer cette interview et je t'ai fait part à quel point j'étais frileuse de ce genre d'interview parce que je suis beaucoup dans le contrôle, parce que je suis une animatrice de télévision un peu à l'ancienne et que j'ai eu l'habitude de participer à des émissions où tout doit être dit en 10 minutes, où en général, moi j'ai plus l'habitude que la lumière, elle passe sur moi pour arriver sur quelqu'un, mais qu'on s'intéresse vraiment à moi et avoir le temps de parler, c'est quelque chose qui m'inquiète, dans lequel je suis pas à l'aise. Là, je sors pour moi totalement de ma zone de confort. Les femmes que j'admire autour de moi, c'est mes copines libres. Et libres, par exemple, j'ai passé le dîner hier avec une de mes copines qui s'appelle Claudia et qui s'est mise à faire du burlesque. Alors, elle veut pas que je dise striptease, mais c'est je sais plus ce que c'est, mais c'est pas du striptease. Non, elle m'a engueulée hier. Cabaret, quoi. Voilà, des trucs cabaret. Ouais. Et elle a même fait, donc elle fait de la pole dance, mais surtout du burlesque, où elle va faire comme ça des ateliers. Elles sont toutes des nanas de n'importe quel âge, de n'importe quelle morphologie. Et je lui dis oui, mais en gros, t'apprends, c'est évidemment très érotique. Elles sont en porte-jartel, elles ont des dentelles rouges, elles se font plaisir et tout. Et elles se regardent dans le miroir. Et un des premiers exercices qu'on leur demande de faire, c'est de se faire des poses pour se plaire, de se séduire à soi. Et il s'avère que cet exercice-là, pour mon amie, qui est très cher à mon cœur, a été une véritable révélation pour apprendre à s'aimer, pour apprendre à assumer sa féminité, pour reprendre en main, pas sa sexualité, mais c'est vraiment l'estime d'elle-même et se sentir vraiment
warrior et j'ai vu une transformation chez mon amie. Et elle me disait, mais pourquoi tu viens pas ? Je me suis liquéfiée sur place. Je lui dis, alors, au-delà du fait d'être connue et donc je serais pas du tout à l'aise en porte-jartel, et donc j'ai l'impression que les yeux seraient beaucoup trop braqués pour moi, je ne sais pas si j'aurais cette liberté-là de mon corps, de m'assumer avec mes formes que je n'aime pas forcément toujours. Et j'ai des copines comme ça qui n'ont pas de filtre. Elle, c'est son rapport au corps, mais mes copines, c'est souvent mes héroïnes. Et je pense à une autre amie qui, elle, si quelqu'un, pardon, je vais être grossière, mais si quelqu'un l'emmerde, elle peut sortir de table. En fait, tu m'emmerdes. Mais même dans un cadre professionnel lourd, elle a des grosses responsabilités. Et je lui dis toujours, t'es mon héroïne parce que tu es libre. Voilà. Moi, je pense que je suis encore un peu verrouillée, un peu enchaînée. J'ai une bonne éducation. Je suis peut-être un peu plus libre dans ma vie personnelle, mais dans ma vie professionnelle. Et non, mais même encore dans ma vie personnelle. Je pense que je suis pas encore libre, mais j'aspire à l'être. Donc, j'aspire à dire non, j'aspire à envoyer bouler, mais je ne le ferai pas avec toi, Louise. Là, tu me regardes et tu te dis, oh, elle va parler beaucoup trop. Non, on est carrément là pour ça. Non, je réfléchis vraiment à ce que tu dis. Et en fait, ça m'interpelle. Je sais pas si c'est le cas, mais j'ai l'impression que l'aspiration à la féminité est très différente d'une génération à l'autre. J'aurais pas pensé à ça dans ma définition de la liberté, alors que je pense en effet que dans ta génération, il y a un côté où vous avez été tellement objectifié, qu'il y a eu tellement ce devoir de plaire, que du coup vous vous autorisez moins à agir comme vous le voudriez. Et c'est souvent en fait de la liberté par rapport au regard de l'autre. Enfin en tout cas de ce que je comprends, de ce que tu me partages. Et du coup je trouve ça extrêmement intéressant. C'est vrai que moi la liberté j'aurais pensé, alors on se rejoint sur le côté dire en fait ce qu'on pense sans se dire à chaque fois non je peux pas dire ça, je peux pas faire ça. Donc c'est avoir une espèce de filtre en moins ou d'avoir une liberté en plus au final. Mais qui est nécessaire ce filtre aussi dans les relations à l'autre. Mais j'entends. Oui, c'est vrai, mais en fait où est-ce qu'on pose le curseur ? Moi j'admire beaucoup en effet les personnes qui disent ouvertement ce qu'elles pensent sans se soucier de ce que vont en penser les autres. Voilà la liberté. Ça, je suis parfaitement d'accord. Et c'est vrai, et je crois que c'est Christine Taubira qui dit dans le podcast de Léa Salamé, Femme puissante, une femme puissante, c'est une femme qui n'a plus peur. Oui, je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Et Léa fait partie des femmes comme ça qui m'inspirent parce qu'elle a cette liberté. Mais même la liberté d'assumer ses opinions. Parfois, j'ai des convictions qui sont de l'ordre de l'intuition. Et c'est très difficile à soutenir quand on se dit pourquoi t'es pas d'accord avec ça, et tu dis parce que je le ressens, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui me dérange, qui n'est pas aligné. On ne l'estime pas. Et dans ce cas-là, il y a un petit côté ah ouais, tu l'expliques pas en fait. Et je disais non, je ne peux pas t'expliquer pourquoi, comment a commencé cette religion, cette croyance, tout ça. Je peux pas, mais je te dis qu'il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Et on a souvent aujourd'hui, j'arrive à tenir tête, et puis j'arrive à pas tenir tête, mais même à fermer la conversation en disant nous ne sommes pas d'accord et nous le serons pas. Et en effet, je ne peux pas l'expliquer au bout du bout, parce que toi qui as fait 40 000 lectures et qui as travaillé sur ce sujet, mais j'ai le droit de ne pas être d'accord. Mais en effet, cette liberté de conviction-là me bluffe. Moi, les gens qui prennent la parole en société pour un dîner, en fait, même en société, même un dîner avec un copain, avec des copains qui disent, voilà, je ne suis pas d'accord sur ce truc d'actualité, je suis choquée pour ça, et je n'arrive pas trop à l'expliquer, mais en tout cas, avec mes mots, je vais essayer de le transmettre. C'est une forme de liberté. Je peux me réfugier parfois, moi, ou à fuir un petit peu ou à changer de sujet parce que j'ai peur de ne pas être comprise au niveau. Il y a une histoire de confiance en soi. Ouais, mais en fait, c'est terrible parce que on est vraiment dans une société où on préfère ne rien faire plutôt que d'avoir tort. On préfère ne rien faire plutôt que de prendre le risque d'échouer. Et je travaille, moi aussi personnellement, à changer ce paradigme et à me dire, mais en fait, on n'est pas censé tout savoir. On n'est pas censé avoir tout bon. On n'est pas censé savoir tout faire. La liberté et la force, c'est aussi de dire je ne sais pas, je n'y arrive pas, et en fait, se dire, j'essaye. Tu vois, si à un dîner, il y a un sujet qui t'intéresse, mais que t'es pas experte en la matière, mais juste ça t'intéresse et que tu... En fait, se dire, j'ai envie de donner mon avis. Ça se trouve, je vais me faire embarrer, ou ça se trouve, voilà, ils vont avoir des arguments un peu plus poussés que les miens, mais en fait, du coup, j'apprends. Oui. En fait, se dire que la quête, c'est pas d'avoir raison,
La quête, c'est d'apprendre. Ah, mais je suis d'accord, mais là, tu oublies un truc très important, c'est la notoriété. C'est-à-dire que moi, les gens attendent quelque chose de moi, vont observer ce que je pense, comment je suis habillée, comment je m'exprime, est-ce que j'ai la même éloquence que quand je peux parler à la télévision. Donc moi, il y a toujours un regard qui me dissèque plus que les autres. Donc je ne peux pas me permettre, si je dis je ne sais pas, évidemment dans ma sphère intime, je le fais, et c'est beaucoup plus facile quand je ne suis pas juste la femme de la télé. En revanche, dans mon quotidien, pas mon quotidien d'ailleurs, mais dans tous les lieux où je suis un peu en représentation, et il y en a de plus en plus, plus on devient connu, alors je le dis ça avec beaucoup d'humilité, mais vous êtes avant tout pour tout le monde, vous êtes la Faustine de la télé, et finalement pour beaucoup moins de gens, je suis qui je suis vraiment. Donc ça met une pression en plus de devoir répondre à l'injonction de l'image que les gens se font de vous. Tu vois ou pas ? Ouais, je vois tout à fait. Qu'est-ce que t'as inhibé depuis que t'es devenue Faustine de la télé ? Inhibé. Alors mon rapport à mes complexes, à mon corps, clairement. Je suis un peu partagée sur ce sujet parce que moi, je sais que les gens apprécient le fait que je ne sois pas parfaite physiquement. Ça fait partie des choses qui m'ont vraiment ouvert des portes. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas... Les femmes m'aiment bien parce que je ne suis pas un mannequin Victoria's Secret, et que je ne suis pas du coup en rivalité avec elles. Je ne suis pas celle qui va piquer leur mari, pardon. Et les hommes m'aiment bien parce qu'ils me trouvent mignonne et rigolote et peut-être un peu insolente parfois. Voilà. Il s'avère que quand on est à la télévision et qu'on est encore une fois très mise en beauté, très mise en lumière, c'est beaucoup plus compliqué d'aller parler derrière de son manque de confiance en soi, de ses complexes. Il y a un côté aussi pas caprice, mais problème de riche en fait. Ouais. Donc c'est vrai que je trouve que mes états d'âme de femme de mon âge, et des problématiques encore une fois très esthétiques, mais qui sont pas si légères que ça. Les complexes, on le sait, peuvent être très lourds à porter. J'ai décidé de les mettre de côté. Soit par respect des gens qui me regardent, qui sont peut-être dans une souffrance autre, ou sinon tout simplement des gens qui ne portent pas ce regard-là sur moi, qui ne le comprendraient pas et qui se sentiraient agressés par une femme qui n'a pas des formes et incroyables. Donc ça m'a obligée à une certaine pudeur et à un contrôle de moi-même et voilà, une méprise de parole. Est-ce qu'un jour ça finit pas par exploser ? Tout ce que tu dois... Enfin, tu vois, de 1, du coup, ce que t'exprimes pas. De 2, toujours penser à ce que tu peux dire ou ne pas dire. Ça, c'est vrai. De 3, t'interdire aussi de t'exprimer sur certains sujets parce qu'on sait que, dans tous les cas, on va reprendre la main de tes paroles. Est-ce qu'à un moment, ça va pas exploser en mode faut que ça sorte quoi. Alors bon, déjà je suis pas Beyoncé parce que quand je t'écoute je me dis non plus je suis exposée dans le quotidien, c'est-à-dire que moi ce qui est compliqué c'est qu'il y a une familiarité des gens et les gens se reconnaissent un peu en moi aussi, donc finalement au-delà de, tu vois, il y a des personnes qui seront beaucoup plus connues que moi et qui seront peut-être moins scrutées parce que la télévision, moi je suis chez les gens tous les jours depuis 7 ans, ils m'ont vu en plus depuis que je commençais la télé quand j'avais 18 ans, donc ils m'ont vu grandir, ils m'ont vu rencontrer mon mari, ils m'ont vu, j'ai été enceinte jusqu'au cou à la télévision. Donc il y a un rapport aussi de familiarité très fort. Enfin, en fait, pour moi, c'est une charge mentale énorme que tu portes. Tu vois, c'est sans cesse avoir un troisième œil. Alors, tu as parfaitement raison, c'est exactement ça. Toujours avoir, moi je dis toujours que j'ai un cerveau à plusieurs cerveaux dans mon cerveau, c'est ça. Il y a celui qui est même à l'antenne, celui qui est derrière, et celui, tu as raison, le troisième œil qui regarde ce qui se passe et qui demande comment les choses peuvent être interprétées. D'ailleurs, c'est horrible quand tu fais une interview, ça m'arrive parfois, pas là, hein, mais par exemple, Léa Salamé, quand je suis arrivée sur son plateau, les 3 premières minutes, ça doit t'arriver quand t'es pas hyper confort, tu t'entends parler, t'as le troisième œil, tu t'entends parler. Tu ne sais pas comment tu vas terminer cette phrase, mais tu sais déjà comment elle va être interprétée, t'es pas dans le truc, tu vois. Ouais. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Les 5 premières minutes, elle me regardait, je la regardais, et j'étais là, mais en fait, je ne suis pas dans ce que je dis, j'entendais ma propre voix. Le pire, c'est quand tu ne sais pas comment tu veux finir. Non, voilà, tu commences une phrase et tu dis de toutes les manières, je n'ai aucune idée finalement de ce que je vais dire, et je n'ai aucune idée, voilà. Donc oui, c'est une charge mentale, et ça rend un petit peu agoraphobe. J'ai une espèce d'injonction de douceur, c'est-à-dire que moi, à la télévision, je suis, on me dit toujours la sœur, la meilleure amie, la mère. Je réponds à ce que les gens ils viennent chercher chez moi et ils viennent à la télé, ils viennent chez moi sur mon plateau pour être écoutés, pour être câlinés, pour être embrassés. Et c'est profondément ce que je suis, mais pas que.
Et les gens, ils en ont rien à faire du pas que. Et ils ont bien raison. Et donc, c'est vrai que il s'avère que moi, la Faustine, qui a aussi ses états d'âme, aussi ses contrariétés, est souvent un peu étouffée par cette injonction de disponibilité. L'autre fois, je me souviens, je me retrouve à la boulangerie, j'avais eu un gros problème avec ma fille, ça me contrariait beaucoup, et il y a une femme qui est venue, qui m'a embrassée, qui m'a touchée, qui m'a raconté quelque chose de très intime, et j'ai dû répondre avec autant de disponibilité et de sourire. Je l'aime beaucoup, cette femme, j'avais rien contre elle, mais en fait, à ce moment-là, je n'avais pas cette générosité-là, j'étais recroquevillée sur moi-même, et j'avais besoin d'être recroquevillée sur moi-même. Et c'est vrai que ce contrôle permanent de ce que je dis, parce qu'il faut que je sois celle de la télé, encore une fois, je ne triche pas. Je pense que je suis vraiment la Faustine de la télé. Mais pas que, en fait. Mais vraiment pas que. Et je suis aussi, je vous dis, une mère, une épouse. Tu peux être en colère. Je peux être en colère. Et je remarque d'ailleurs à quel point, alors je le montre de plus en plus, mais à quel point... aujourd'hui, quand j'ai des colères sur les réseaux, à quel point ça a une caisse de résonance forte parce que je ne l'ai jamais fait. Et aujourd'hui, je suis dans une période où j'assume de plus en plus des engagements, des colères, et les gens ne s'attendent pas tellement de ça de moi parce que je suis toujours en place, sage, la belle fille idéale. Aujourd'hui, j'ai envie d'être plus libre et de pouvoir plus montrer qui je suis, mais il y a aussi je suis profondément en gratitude, c'est-à-dire que moi, je ne suis rien si les gens ne me regardent pas à la télévision. Donc, à un moment, moi, à chaque fois que quelqu'un m'arrête dans la rue pour me demander un selfie et tout, c'est adorable. Les gens sont hyper gentils avec moi. Ils ne peuvent pas savoir que là, j'ai pas envie, que c'est pas le moment. Ils y peuvent rien, quoi. Et quelque part, je leur dois énormément. Donc, il y a aussi une reconnaissance du ventre. Mais c'est vrai que ça devient parfois une prison où on est un peu enfermé dans sa propre image ou dans les propres projections des gens. Si par exemple, demain, les gens commencent à dire « Oh, Faustine, je trouve qu'elle a quand même un peu trop grande gueule » ou « Oh, Faustine, moi, je préférais que, je sais pas, elle ne partage plus ses opinions », t'arrives à passer outre, c'est pas juste les critiques, mais c'est, on va dire, les attentes que les gens peuvent avoir pour toi. Écoute, ça fait partie des choses avec lesquelles je discute beaucoup avec mes équipes, et notamment la boîte de production qui produit l'émission de Ça commence aujourd'hui. Par contre, on se dit, est-ce que ça c'est toi ? Est-ce que ça c'est l'émission ? Parce que moi, je n'engage pas que moi, j'engage aussi l'image de l'émission. C'est-à-dire que quand j'ai une prise de parole sur les réseaux sociaux ou que je pique un coup de gueule, je sais qu'encore une fois, j'engage le service public derrière moi, j'incarne quand même une chaîne et j'incarne une émission. Et c'est vrai que quand on sort un petit peu du cadre, récemment, il y avait une femme qui est venue sur mon plateau, c'était une personne qui venait raconter qu'elle avait été abusée par c'était un peu, j'ai vécu une histoire avec une star et Claude François. Et cette femme, au fur et à mesure, me raconte ce qu'elle a vécu. Et moi, je ne trouve pas que c'est une aventure, ce qu'elle me raconte. Évidemment, je n'étais pas là et je mets des précautions parce qu'on m'a dit, vous faites de la diffamation et tout. Mais ce qu'elle me raconte, et donc les faits qu'elle me raconte, je suis profondément choquée et je trouve que ça s'apparente à un viol. Il s'avère que la séquence en soi et mon coup de gueule dure 15 minutes, en fait, pour en garder 3 minutes à l'antenne. Parce qu'en fait, chaque mot ont été pesés pour savoir si ça, est-ce que c'est nous ? Est-ce que c'est Faustine ? À un moment, je me suis énervée. On se disait non, là, t'es un peu trop. Donc, du coup, tu es un peu plus agressive avec elle. Il s'avère que, voilà, j'étais, pour 1000 raisons, j'étais emportée par ma colère. Moi aussi, j'avais eu ma journée derrière, l'article qui m'avait révoltée sur telle femme qui avait été violée ou abusée, mes histoires personnelles, qui fait qu'en effet, je ne me suis pas totalement appartenue dans ce coup de gueule. Il a fallu que ça passe par le filtre d'un regard extérieur qui a jugé ce qui était Faustine ou pas. Vous voyez, et donc il y a souvent ça. C'est pour ça que moi j'aime les réseaux, parce que les réseaux me permettent d'être. Il y a personne qui a un peu pas la mainmise, mais qui a un peu qui contrôle mon image. 100% je me fais, mais bon, je me fais moi-même un peu une autocensure et j'ai toujours peur quand je sors un peu du cadre. Je relis 14 fois ce que je vais mettre. J'ai du mal à me montrer audacieuse, mais ça c'est un des privilèges de l'âge. C'est vraiment en prenant de l'âge aujourd'hui. Mais non, vraiment, en prenant de l'âge aujourd'hui, de plus en plus, je me dis. Je m'en fous en fait, c'est ce que je suis, c'est profondément ce que je suis. Alors parfois j'ai encore des doutes, donc je montre à ma meilleure amie ou à mon mari. Ouais, je fais pareil. Ouais, tu penses que ça je le mets ou pas ? Parce que est-ce que je peux assumer ça ? C'est con ce que je dis là ou pas ? Et souvent il me dit non, voilà, ou il me dit fais attention à ce mot-là. Mon mari a un regard très juste, il me dit fais attention à ce mot-là, il peut être mal interprété. Mais donc je le fais lire, mais je suis très fière quand je le fais.
en me disant là, je ne suis pas là où on m'attend. Alors par contre, je me prends souvent une volée de bois vert derrière et des insultes épouvantables. Mêlez-vous de vos affaires. En gros, on vous attend pas là-dessus. Moi, on m'attend sur la douceur, la rondeur, la gentillesse. Et c'est vraiment ce que je suis. Mais on ne m'attend pas sur la colère. Un peu plus sur l'engagement. Les choses bougent. Mais c'est très doux. Oui, parce que les sujets dont ça commence aujourd'hui, c'est quand même beaucoup d'histoires où il y a une cause derrière, où il y a un engagement derrière. Tu ne parles pas la pluie du beau temps, quoi. Et d'ailleurs, ça, moi, je me suis vraiment toujours demandé ce qui t'avait amené là, et en fait, presque dans un rôle, j'ai l'impression parfois, alors tu es souvent accompagné de psychologues, mais tu es dans une forme d'écoute active. Oui. Tu libères la parole. Ça me fait plaisir. On est dans un travail écoute psychologique, hein, oui. franchement, je trouve ça. Et ça, toi, ça t'a toujours habité ? Non, la curiosité de l'autre et décortiquer et autopsier les rapports humains, ça m'a toujours... J'avais ça qui me coulait dans les veines, quoi. Les émotions, le lien à sa famille, à ses amis, et puis après, une vraie curiosité de pipelette, quoi. C'est-à-dire que moi, il y a des moments où on me dit « Est-ce que tu as préparé ton émission ?» Oui, je la prépare, mais il y a des fois, juste j'arrive et je suis une commère, j'ai envie de comprendre et je me pose aussi hyper intuitivement des questions. Et après, évidemment, le psy, moi, j'ai été suivie par des psys, donc déjà, toute ma vie, donc j'ai beaucoup été accompagnée. Et puis c'est vrai qu'au bout de 7 ans d'émission au quotidien à côté de psy, c'est vrai que moi-même de temps en temps j'ai compris un peu le syndrome de l'imposteur, les pervers narcissiques, j'ai aussi un petit peu des bases. Donc je fais toujours très attention de pas justement toujours donner la parole à mes psys qui eux sont des experts, ont fait des études et tout, mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai l'impression d'être dans ce ressort-là, quoi. Et j'aime bien quand tu dis écoute active, ça me fait plaisir, parce que parfois on me dit ah oui en fait t'écoutes, t'as la tête penchée sur le côté et tu es pleine d'empathie. Non, et je dis non. Ça se voit, tu dis non, ça mouline, ouais, ça, voilà, exactement. Non, ça se ressent vraiment. Qu'est-ce que tu as le plus appris, peut-être, si tu devais nous partager 3 enseignements de tes années de psychothérapie ? Déjà, je pense à tous ceux, parce que tu sais, je m'aperçois en faisant mon émission que nous, peut-être dans un milieu très parisien, je suis pas de Paris, mais on a tous un peu, avoir un psy, ça n'étonne personne, c'est totalement rentré dans les mœurs. Voilà, je m'aperçois qu'en province, aller voir un psy, moi j'ai encore des gens sur le plateau qui me disent je vais pas aller voir un psy, je suis pas folle, je suis pas fou, et que les clichés ont la vie dure, quoi. Déjà, je trouve que c'est un engagement d'assumer d'aller voir un psy, de le dire, et que ça, c'est porteur d'un message fort de libération à ce niveau-là. Donc moi, j'invite vraiment tout le monde à faire cette aventure intérieure qui est pour moi vraiment on n'est pas besoin d'aller mal pour voir un psy, vraiment. C'est la salle de sport du cerveau. Exactement. Toi, tu y vas ? Ah oui, bien sûr. Ah ouais, je trouve que c'est passionnant. On n'est pas obligé d'arriver en pleurant. Moi, j'ai un psy aujourd'hui avec lequel j'ai des conversations, parfois qui s'éloignent complètement ma propre vie, mais c'est sur l'actualité, sur les ressentis, sur l'amour, sur les parents, sur le temps qui passe, tout ça, où vraiment, on est très très loin de mes petites problématiques du quotidien. Et je trouve que c'est intellectuellement passionnant. Et cette rencontre avec soi, je pense que tout le monde devrait le faire. Moi, ce que j'ai appris, c'est que déjà, il y a une histoire de rencontre de bonnes personnes. C'est-à-dire que moi, il y a plein de gens qui me disent « Ah, je vais voir un psy, ouais, je sais pas quoi lui dire ». Je pense qu'avant de trouver son psy, c'est comme une rencontre amoureuse, quoi. Quelqu'un qui va... parfois, il faut voir 3 ou 4 personnes ou 5 personnes pour trouver la personne en disant, voilà, c'est lui, c'est presque un choix du ventre, un choix du cœur, parce qu'on va quand même ouvrir son âme. Donc, il faut vraiment bien choisir. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment... moi, j'ai des souvenirs de gens... je me souviens, j'étais une adolescente très, très mal dans sa peau et d'avoir été voir un jour un pédopsychiatre qui a commencé à me... j'avais 18 ans, j'étais en détresse vraiment folle et qui a commencé à me faire monter des Legos. C'était vraiment... Il y avait des caplas par terre. Il voulait savoir comment je me débrouillais avec les caplas. Et je gloussais... Ce n'est pas le sujet. Non, c'était pas le sujet et je gloussais parce qu'il m'avait pris complètement à côté. Donc vraiment, il y a une histoire de rencontre. Après, ce que j'ai appris, c'est marrant parce que quand tu me dis ça, c'est surtout sur sur l'outil psy que j'ai envie de réagir, c'est-à-dire j'ai appris moi je me demande qui est Faustine, peut-être si tu as commencé à en voir un à 17-18 ans, qui est Faustine à 16 ans et qui est Faustine maintenant, et en quoi le travail de psychothérapie ou de psychanalyse l'a changé. En fait, quand je t'entends,
Aider, oui. Épauler, oui. J'ai pas fait de psychanalyse, moi. Ok. Je me suis jamais allongée. J'ai lu un livre là tout à l'heure avec quelqu'un qui disait qu'il avait discuté sur un fauteuil, puis à un moment la personne l'avait invité à s'allonger. Moi, c'est un truc que j'aimerais vraiment faire, une psychanalyse. Ça me fait encore un peu peur. Pas peur pour l'exercice, mais peur d'ouvrir pas une boîte de Pandore, mais d'être fragilisée parce que. Peur de ce que tu peux aller trouver. Ouais, quoi. exactement. Et puis parfois, vous savez, vous êtes en face de quelqu'un et vous sentez que vous êtes rempli d'émotions. Vous savez que si vous allez le prendre, ça me fait parfois ça avec mon père. Vous savez que si vous allez le prendre dans les bras, vous allez être envahi par un flot d'amour, d'émotions et parfois de larmes qui montent. Et donc, presque dans la flemme d'accueillir ces émotions-là, vous allez le garder à distance en disant, ça m'arrive parfois en disant, oui, bonne journée, comme ça, alors qu'en fait, à l'intérieur, vous êtes pétri d'amour et d'émotions, mais parce qu'il y a une espèce de résistance ou même un manque de courage ou de paresse d'aller fouiller là-dedans. C'est vrai que la psychanalyse, je me dis, faut en avoir sous le pied, faut être prêt en effet à recevoir comment vous dire, presque ces piqûres d'adrénaline, d'émotions fortes, de questionnements existentiels où il y a des moments ça me fait un petit peu peur, mais j'en ai envie. Donc, je le ferai un jour. Donc, moi, j'ai surtout été accompagnée par des thérapeutes qui ont été des béquilles, qui m'ont aidée dans ma réflexion et qui m'ont apaisée dans des moments d'urgence. Se dire qu'il y a quelqu'un comme ça, dans l'ombre de sa vie, qui est essentiellement tourné vers votre santé mentale à vous, c'est-à-dire qu'il s'en fout de votre mère, de votre mari, de vos enfants. Il s'en fout pas, mais vous avez compris ce que je veux dire. Mais la priorité, c'est de vous, quelqu'un qui connaît les secrets les plus sombres. Et c'est pas une amie, il y a pas d'affect. Même si je trouve qu'on a de l'affect vis-à-vis de son psy. Moi, je suis attachée à mon psy. Hein. Mais vraiment quelqu'un qui est qui ne pense qu'à vous, avec cet égoïsme-là, que vous pouvez appeler où il n'y aura pas besoin d'aller raconter toute votre histoire familiale. Il a déjà les clés de vous, il a déjà les clés de votre fonctionnement. Je trouve que c'est extrêmement rassurant au quotidien. Alors, est-ce que les psychothérapeutes, pour revenir à ta question, t'as vu, je suis bavarde, c'est horrible, m'a fait évoluer. Ça m'a profondément rassurée et accompagnée toute ma vie. Je ne sais pas si ça. Je ne me dis pas que c'est une psychothérapie qui m'a sauvée de mes complexes, de mes détresses. Non, j'aurais été très mal si je les avais pas. Certainement, à des parties de ma vie, j'ai eu besoin de cette béquille-là. Est-ce que ça m'a transformée ou peut-être que ça m'a juste empêchée de tomber plus à certaines périodes de ma vie. Pourquoi tu étais en détresse à 18 ans ? J'étais une adolescente, une jeune femme très mal dans sa peau et qui avait été confrontée très très tôt à la mort dans ma vie. Et donc c'est marrant parce que j'en parle pas beaucoup, hein, je suis toujours un peu frileuse quand je parle de ça. Et donc j'avais une angoisse terrible de l'abandon. On parle pas de la mort en fait. Moi je trouve ça assez dommage. Ouais, vois, déjà coup, même le mot mort, on dit pas, on dit la personne elle est partie. Ouais, c'est vrai que ça fait peur. Je pense qu'on en a autant peur aussi parce qu'on en parle aussi peu. Je vois que dans certaines cultures, le fait d'avoir aussi des croyances qui poussent à l'avoir comme un chemin aide vraiment. Et c'est là où c'est un peu fou le pouvoir du cerveau. Hein, c'est qu'en fonction de ce qu'on croit, on va pas du tout vivre de la même façon. Oui, c'est vrai. C'est dans L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Qui croise le chemin d'un petit garçon qui est seul sur la route. Il lui dit qu'est-ce que tu fais ? Il lui dit mes 2 parents sont morts hier, du coup je cherche à aller voir des cousins. Il lui dit mais tu n'es pas triste, ça va ? Il lui dit non, ils sont partis, il est parti au ciel. Et donc en fait et vraiment comme pour eux c'est une espèce d'accomplissement d'arriver là-haut. En fait il y a une paix intérieure où je me dis parfois, ça nous aiderait peut-être de croire tu crois en quelque chose, toi ? Est-ce que je crois en quelque chose ? Ah, l'après. Est-ce que tu crois en un après ? Pour l'instant, non. Après, tu vois, je crois quand même, parfois, on me raconte des histoires un peu paranormales et je suis pas totalement fermée d'esprit comme certaines personnes dans mon entourage peuvent l'être. Genre, tu sais, parfois les gens s'énervent. Ouais, quand tu parles n'importe quoi. Là, oui, ça les choque. Factuellement, si... t'as quelqu'un qui connaît la date de naissance de, je sais plus, ta grand-mère et que vous êtes jamais vu. Enfin, il y a quand même des choses qui posent des questions. Donc, je me dis, le monde est trop exceptionnellement fait. La vie est trop exceptionnelle pour que ce soit juste du hasard. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Je ne sais pas trop le dire.
Mais donc toi, t'as cette peur-là de la mort Non, pas du tout. C'est un proche, famille Oui, qui moi, meurt, une succession. Moi, j'ai eu une succession de deuil, y compris des gens très proches où j'ai touché la mort de près. La mort m'a vraiment accompagnée toute ma. T'as touché la mort de près, t'as non, failli non, mais non, c'est pas ça. C'est que même j'ai des gens qui sont morts dans mes bras. Quand je te dis que la mort m'a accompagnée, c'est que j'ai été confrontée à la mort de ma meilleure amie quand j'avais 10 ans, de mon premier amour, de mes grands-parents. J'ai une histoire familiale en plus avec des deuils. Moi, j'ai la famille de mon père. Il y a eu il y a des gens qui sont tous morts dans un accident d'avion. Enfin, j'ai été bercée beaucoup par la mort, qui ne m'a pas fait peur, mais qui me fascinait un petit peu. Et tu vois, pour mon mémoire de fin d'études, on devait piocher dans un comment te dire, un chapeau, une note, un sujet. Et moi, j'ai tiré la morgue. Je me suis dit, putain, il fallait que ça tombe sur moi. Et je me suis retrouvée à passer 15 jours dans une morgue, à maquiller des personnes décédées. Et étonnamment, je suis fascinée par le milieu funéraire. C'est quelque chose qui m'a beaucoup hantée, habitée, et dont je ne savais vraiment pas quoi faire. Après, j'ai eu une période... Très tôt, je me suis rendu compte, il y a eu quelque chose de... je me suis rendu compte qu'il pouvait avoir le matin et qu'il n'y avait plus à midi, en fait. C'est-à-dire le côté il y avait, il n'y a plus, que ça pouvait en une minute tout basculer. Et c'est quelque chose de très anxiogène. C'est très violent. Très violent et de très anxiogène. Donc j'ai été très traumatisée par cette peur de l'abandon, mais de se dire surtout de vivre en gainage permanent, avec cette conscience permanente quand on vit quelque chose, que ça peut s'arrêter derrière, que une espèce d'urgence de vivre, cet étouffement de vivre, de se dire j'ai pas assez vécu, j'ai pas assez fait, ou ça va s'arrêter là, ou... C'est-à-dire que moi, souvent, quand je vis un moment heureux, il est immédiatement teinté de la nostalgie, que ça soit fini ou que ça peut ne jamais se reproduire. Et c'est quelque chose qui m'anime encore aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai le cerveau pour le comprendre. J'ai 40 ans derrière moi pour l'avoir apprivoisé. À l'époque, c'est quelque chose qui avait été très violent, et enfin que je m'étais vraiment pris dans la figure très jeune, où j'avais eu des contacts même avec des corps morts très jeunes, et je ne savais pas quoi en faire. Donc j'avais vraiment une vraie détresse sur laquelle je n'arrivais pas à canaliser, et je cherchais des solutions et des portes de sortie comme je pouvais. T'as dû te relever, t'as dû vraiment te dire à un moment, écoute, tu peux pas... justement, comment tu te laisses pas avaler par la détresse ? Parce qu'il y a une forme de confort parfois. Tu vois, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui vivent là une situation extrêmement difficile, en fait, c'est parfois plus facile de se réfugier je l'ai fait. Mais je l'ai fait, je pense qu'il faut se laisser réfugier, en fait. Ça dépend dans quoi. Oui, dans quoi ? Je pense à la drogue, l'alcool, non, moi pas. Pour ne plus souffrir, en fait. Oui, je suis d'accord. Sentir ses émotions. Oui, alors je pense qu'il faut les sentir, en fait. Je me méfie à tout prix, et j'abonde comme ça auprès de mes enfants. Je pense qu'il faut absolument laisser exprimer ses émotions. Il faut, même quand on est jeune, c'est-à-dire que je pense à des parents qui ont peut-être des enfants là, qui écoutent et qui sont en effet dans ce genre de deuil et qui se sentent... il faut évidemment les accompagner, mais il ne faut pas tout de suite donner... Enfin, selon moi, un coup de pied au fond de la piscine. Je pense qu'il faut se laisser dériver. Il faut se laisser envahir par cet immense chagrin, par cette immense tristesse. Il ne faut pas être dans le déni du cataclysme que c'est. Voilà. Et ça l'a été pour moi. Et je n'ai pas l'impression de m'être dit un jour... je veux dire, en fait, on n'a pas le choix. Déjà, il y a des gens qui ont vécu des choses, encore une fois. Maintenant, je remets les choses à leur juste place, parce qu'il y a des deuils qui sont encore, qui sont épouvantables, des deuils d'enfants, des trucs comme ça. Et en fait, les gens, à chaque fois, je leur dis comment vous faites pour vous relever. En fait, on n'a pas le choix. J'ai pas eu le choix de me relever. Par contre, j'ai grandi avec cette empreinte-là qui a certainement bancalisé beaucoup de choses dans ma vie après, par la suite. Dans mon rapport, je vous dis, dans mon rapport à la mort, dans mon rapport à la peur de perdre l'autre, dans mon rapport aux hommes, dans mon rapport à mes inquiétudes avec mes enfants, dans mon rapport à plein de trucs. Clairement, ça a mis une empreinte assez complètement indélébile. Mais certainement qu'avec le temps, je crois fondamentalement qu'on arrive avec le temps à transformer ça en force et en douce choses. Mais il faut laisser le temps. Et pour certains, ça sera 5 ans. Pour certains, ça sera 3 mois. Pour certains, il faut se laisser pleurer, chuter, abandonner. Alors en effet, là tu me parles de cas extrêmes. Moi, en effet, je ne suis pas tombée. Je suis pas tombée dans la drogue. Je suis pas tombée. J'avais la chance d'être assez structurée. Je me suis abandonnée d'autres manières. J'ai certainement... j'étais quelqu'un de très mal dans sa peau, et moi, j'avais cette ambition. Je pense que pour faire mon métier, il faut avoir un peu une espèce de rage ou une urgence de vivre qui est assez forte, parce qu'on te vire
40 fois par la porte et 40 fois, il faut que tu reviennes par la fenêtre. Et ça m'a donné comme ça peut-être un appétit de réussir ce que je voulais, de vivre pour deux aussi, d'être aimée à la hauteur de ce que j'ai eu le sentiment d'être abandonnée. Certainement qui a été le moteur de quelque chose de positif dans ma vie professionnelle notamment, tu vois. À ce moment-là, donc tu as 18 ans, tu te relèves. J'ai lu que tu te projetais plutôt dans des études d'actrice. Comment tu te rends compte que c'est pas pour toi et du coup, quelle voie tu décides de prendre à ce moment-là? Quand j'étais plus jeune, j'avais une de mes cousines qui était directrice de casting pour les séries d'AB Productions que tu ne dois pas connaître à ton âge. Et en fait, je faisais donc, tu sais, Premier baiser, L'année garçon, et je faisais de la figuration. Et là, je suis tombée en amour des caméras, de l'ambiance sur un plateau. Je me suis pas dit à un moment... Parce que là, pour reprendre, tu me disais quoi? Tu me disais... En fait, je me demande quoi. T'es en terminale, tu passes ton bac. Ouais, je passe mon bac, je fais une prépa Sciences Po. D'accord. Voilà. Donc tu te dis... Donc je vais rentrer... Tu sais déjà qu'en fait, le théâtre, t'as déjà fait tes stages au cours Florent, tu te dis déjà que c'est pas la carrière à laquelle tu veux te destiner. Ouais, je suis même pas sûre que je me sois vraiment dit un jour que j'allais faire ma carrière. Okay. C'était une découverte, ça me plaisait, j'adorais passer du temps dans mes cours de théâtre. Je pense que j'ai jamais vraiment ambitionné de devenir comédienne. Voilà. Okay. Et donc ouais, quand tu te dis quoi après le bac? Je me dis Sciences Po, parce qu'on me dit qu'il faut faire Sciences Po, toi qui l'as fait. Je me découvre anti-compétition et j'étais dans une prépa où c'était dramatique, les gens se tiraient dans les pattes, il fallait pas donner ton cours si t'avais raté un, c'était horrible. Et moi, je n'ai aucun esprit de compétition, ça m'angoisse terriblement. Donc en fait, je me suis dit, ces gens sont dingues et je ne vais surtout pas faire ce métier-là. Et puis en fait, je me suis dit je vais faire une école de journalisme parce que j'étais curieuse. Donc je me suis vraiment dit peut-être que pour faire de la télévision qui m'attirait déjà, on me disait faut faire du journalisme. Donc comme Sciences Po était peut-être un peu trop élitiste pour moi, où je me sentais pas au niveau, je me suis dit je vais faire une école de journalisme. Chose que j'ai faite, et dès le premier stage, j'ai demandé à être dans un service télé. Et donc j'ai fait un stage dans le service télé du Figaro qui m'a permis d'avoir accès à des animateurs, à des producteurs. Et en fait les choses se sont enchaînées comme ça. C'est-à-dire que je n'avais pas de piste j'avais pas de contact dans ce milieu-là. Et en fait, je m'en suis créée. Par exemple, je suis rentrée à Télé 7 jours après, en tant que journaliste télé. Et je me souviens avoir envoyé une lettre pour devenir stagiaire là-bas. J'avais aucun contact. Et Patrick Mahé, à l'époque, qui aujourd'hui dirige je ne sais plus quoi, Paris Match, je crois, il m'a dit est-ce que vous avez quelconque rapport, il était fan de foot, avec le stade Bollaert à Lens? Je dis oui, c'est mon arrière-grand-oncle. Et il m'a dit je vous attends lundi matin. Et j'ai été embauchée à Télé 7 jours. Et c'est vrai, c'était vraiment ton Ouais, c'est vrai. Et j'ai été embauchée. C'est drôle, hein. Le conseil à partager, c'est dites oui, même si ce n'est pas le cas. Ouais, c'est ça, exactement. Personne ne pourra vérifier, je suis d'accord. Mais moi, en l'occurrence, c'est vrai. Et donc, je lui avais dit oui, ça l'avait complètement fasciné d'avoir, enfin, pas fasciné, mais enthousiasmé d'avoir, voilà, donc ça l'amusait. Un lien, quoi. Et je suis rentrée à Télé 7 jours, et après, les choses, j'avais vraiment l'envie de faire de la télévision. C'était vraiment, donc en fait, je me suis ouvert mes propres portes comme ça. Ouais, parce que j'ai vu, t'as fait de la presse, t'as fait de la radio, t'as fait de la télé. T'as jamais remis en question le fait de te destiner à la télé? Est-ce que, voilà, quand est-ce que le choix t'apparaît clair? Qu'est-ce que t'aimais moins en fait avec la radio et la presse? Toujours. Non. Alors, c'est très complémentaire. La radio, j'adore cet exercice. J'aimerais beaucoup en refaire. La presse écrite m'éclatait aussi. Mais clairement, la télé était mon ambition première. Aujourd'hui, je flirterais bien avec la radio encore un peu, parce que c'est vrai que l'outil me manque, le micro, le jeu avec la voix. Mais moi, j'ai jamais remis en question. Moi, les premières images que j'ai de moi quand mon père nous filmait, c'est avec un tube de colle à la main, en train d'imiter Michel Drucker et Jean-Pierre Foucault. Enfin, j'avais ça qui me coulait dans les veines. Il ne m'est jamais traversé par la tête de faire autre chose de ma vie que de faire de la télévision. Je voulais être Michel Drucker, je voulais être Patrick Sabatier, je voulais être... tu connais Patrick Sabatier? Le nom me dit quelque chose. Non, j'adore Michel Drucker, je connais. Et c'était vraiment ça, c'était mon Graal. Ardisson. J'avais rencontré Jean-Luc Delarue, ça te dit quelque chose? J'avais rencontré Jean-Luc Delarue à l'époque. Et d'ailleurs, des sources, quand j'ai dit auprès de mon entourage que je te recevais, m'ont dit que apparemment déjà quand t'as fait une émission avec Delarue, voilà, t'avais déjà cette volonté d'avoir une émission de témoignage. Alors, en fait, un jour, je l'ai interviewé pour mon école de journalisme. Et c'était donc le maître absolu, c'est vraiment celui qui a lancé le témoignage en France et les émissions de témoignage. Donc c'était vraiment mon maître et c'est ma référence, exactement, mon modèle absolu. Et j'avais demandé à le rencontrer pendant quand je faisais mon école de journalisme.
Il répondait à très peu de gens, mais il répondait beaucoup aux étudiants, parce que c'était quelqu'un qui aimait bien transmettre. Et il m'avait reçu dans son bureau, boulevard Murat, dans le 16e. Il m'avait donné 1 heure de son temps, il avait été hyper généreux. Et à la fin, je lui ai dit, vous savez, moi aussi, un jour, j'animerai l'émission de témoignage du service public. Et il avait dû se dire, elle est mignonne celle-là. et aujourd'hui, c'est drôle, parce que j'anime mon émission en dessous de ses anciens bureaux, boulevard Murat. Et à chaque fois que je rentre et que je vois encore le logo Réservoir Prod, je me souviens de ma rencontre quand j'avais 20 ans. Et je lui avais dit, je le ferais. Et je pense qu'encore une fois, il ne m'avait pas pris au sérieux. Mais moi, j'avais déjà ça. Je voulais faire ça. Enfin, il y avait, encore une fois, c'était vraiment... viscéral. Viscéral. Est-ce que tu crois qu'on doit savoir où on veut aller pour y arriver ? Vraie question, Madame Louise. Est-ce que tu penses que si tu t'étais pas dit un jour j'aurai mon émission de témoignage, tu serais là où tu es aujourd'hui ? J'ai pas envie de dire ça parce que je me dis qu'il y a des gens qui ne savent pas et des jeunes qui nous écoutent beaucoup, qui regardent beaucoup, qui savent pas où ils veulent aller et je veux pas leur dire vous n'y arriverez pas le jour où vous aurez votre propre révélation. C'est une chance, un privilège que d'avoir su très tôt. Je trouve que c'est le drame aujourd'hui. La plupart de mes amis qui ont des enfants de 20 ans ou 25 ans, ils disent en fait il ne sait pas ce qu'il veut faire. Et je trouve que c'est un drame. C'est angoissant. Angoissant de se dire, voilà, j'ai certainement des compétences et des envies de plein de choses, mais je ne sais pas ce que je veux faire. Donc il y a des gens qui prennent des directions hyper généralistes en disant, je vais faire du droit. Moi, j'ai plein de gens qui disent, je vais faire du droit. Pourquoi ? Parce que je vais faire du droit et que ça pourra me servir et qu'ils ne savent pas. C'est pas pour ça qu'ils n'arriveront pas à trouver leur Graal et leur univers. En revanche, j'estime que je suis très privilégiée d'avoir su très tôt ce que je voulais faire et qu'en effet, c'est un vrai cadeau du ciel. Et je le dis souvent à mes enfants en disant, voilà, ils ont beaucoup de chance parce que je leur dis, vous avez vos 2 parents qui ont réussi à faire le métier et à réaliser leur rêve d'enfant. C'était vraiment faire le métier dont ils rêvaient. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais qu'on peut se trouver très tard. Parce que je reçois tous les jours des gens dans mon émission qui ont eu leur voix qui s'est révélée quand ils avaient 40, 50 ou 60 ans. Donc, et on peut y arriver même en commençant tard. Pour ma part, les choses se sont faites différemment. Comment on passe de ce rêve à la réalité ? Quelles ont été les étapes pour toi, tu penses, rétrospectivement, qui t'ont permis d'y arriver ? Et qu'est-ce qui aurait pu faire, en fait, que tu n'arrives pas à avoir ta propre émission de témoignage sur le service public ? Il y a de la magie là-dedans, en fait. Il y a de la magie, c'est-à-dire qu'il y a une histoire de rencontre, de planètes alignées. Moi, je suis bourrée de chance d'avoir un jour croisé la route de telle personne, qui m'a ouvert la porte de telle personne. Et en fait, chaque choix, chaque même échec de ma vie m'ont finalement mené à ce jour où France 2 est venue me voir en me disant, voilà, on sait que vous avez fait du témoignage, parce que je l'avais fait beaucoup sur Europe 1. J'avais fait 6 ans sur Europe 1 à faire du témoignage l'après-midi. J'étais passée après à plus de divertissement. Et il y a cette patronne, Caroline Gott à l'époque, qui était venue me voir et qui disait, moi je me souviens que j'aimais beaucoup vos émissions de témoignage. À cette époque-là, je faisais le meilleur pâtissier sur M6 et tout d'un coup cette case qui se libère, ce producteur avec lequel j'ai envie de travailler depuis des années, qui était donc les productions de Jean-Luc Delarue. En fait, toute une histoire de planète alignée. Donc je pense qu'il y a un petit vecteur chance. Alors les gens disent oui, la chance il faut la créer. Il y a un monstrueux travail. C'est-à-dire que moi, le nombre de fois où on m'a dit vous n'y arriverez jamais, laisse tomber, enfin j'aurais pu mettre un voile sur mon rêve des dizaines de fois. Donc je pense qu'il y a la force de travail et la puissance de sa propre conviction d'y arriver, ça c'est clair. Et il y a une histoire de rencontre au bon moment qu'il faut savoir créer, et puis parfois aussi un peu de magie, quoi. Moi, je m'en rends compte, le nombre de gens qui veulent faire de la télévision, moins maintenant, parce que les gens, ils veulent plus être sur YouTube. Mais le nombre de gens et puis il y a très, 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 très peu d'élus. Donc, il y a aussi une histoire de quelque chose qui me dépasse un petit peu. C'est important de rappeler qu'il y a de la chance, qu'il y a des privilèges aussi, c'est certain, et il faut en avoir conscience. Mais tu vois, je me dis, qu'est-ce qui fait que toi et pas quelqu'un d'autre ? Tu vois, je pense, moi, de ce que j'entends, c'est déjà pas s'acharner avec la télé, même si c'est son rêve, et se dire ok, moi ce que j'aime c'est du témoignage, donc je vais d'abord commencer par en faire à la radio parce que peut-être c'est une porte d'entrée qui est plus accessible. Ensuite, je fais mes preuves. Et tu vois, ensuite, peut-être que c'était, je sais pas, est-ce que c'était toi la dernière à partir ? Est-ce que c'était toi qui étais présente à tous les verres je me suis mal exprimée, tu vois, de la radio pour serrer les bonnes pinces. Alors moi, je me suis mal exprimée quand je t'ai dit que je voulais faire de la télé. En fait, j'avais la télé qui me coulait dans les veines, mais le témoignage à la télé. J'ai jamais voulu faire autre chose, en fait. Moi, j'ai toujours voulu faire du témoignage à la télé. Et à un moment, il faut se demander aussi qu'est-ce qu'on a apporté. C'est-à-dire que c'était pas le tout de dire je veux faire de la télé, c'est qu'à un moment, j'ai dû prendre un pas de recul en me disant qu'est-ce que j'ai à apporter à ce milieu-là qui se passe très bien de moi. Et je savais que j'avais ce goût des autres et je me suis dit, je savais que j'avais cette
pas ce talent, mais je savais écouter, que j'avais ce talent, Faustine. Que j'avais ça en moi et que je me disais que j'avais certainement, je savais depuis toujours qu'à un moment ça marcherait parce que je pensais être la bonne personne pour faire ça. Je pensais que que je serais douée pour faire ça, donc j'y ai cru peut-être plus que les autres. Après, clairement, quand je dis qu'il y a une force de travail, c'est que j'ai sacrifié énormément de choses. J'ai été en effet celle, moi quand je suis arrivée à Télé 7 jours, ils ont vu arriver cette petite nana qui avait hyper envie de réussir dans ce métier-là. Et en fait, c'était le lancement de la télé-réalité à l'époque. Donc il y avait le Loft, il y avait la Star Academy, t'imagines, je suis vieille. Et à cette époque-là, il y avait personne qui voulait couvrir ça parce que les journalistes, ils disaient c'est quoi ce nouveau genre télé ? Il y avait un petit peu de mépris, et à juste titre, parce que personne ne savait ce que c'est. Nouveauté, hein, toujours fou, du mépris. Ouais. Et donc il y avait une petite nana qui a dit les gars, moi j'y vais. Sauf que c'était le samedi à la Plaine Saint-Denis, qu'il fallait sacrifier tous ces week-ends. Et moi, je me suis dit, c'est une porte, il n'y a personne qui, pour l'instant, couvre ce genre. Et ça a été comme ça un peu toute ma vie. C'est-à-dire, j'ai sacrifié tous mes week-ends. Oui, je suis pas sûre qu'il faille serrer les bonnes pinces, mais il faut se remettre en question. J'ai fait des castings, j'ai fait des cassettes démos. Je me suis battue comme une lionne. Ça devient plus confortable. Ça devient plus confortable. Et en effet, le plus dur, c'est ça, c'est Sciences Po, c'est de se battre pour rentrer. Une fois qu'on y est, on est cool. Enfin, on est cool. Ouais, non, en vrai, c'est sûr. En fait, je pense qu'ils font une forme de sélection vraiment à l'entrée, qui n'existe plus d'ailleurs, parce que le concours n'existe plus. D'accord. Ah oui, il n'existe plus, je savais pas. Non, en tout cas, pour Sciences Po Paris, donc c'est sur Parcoursup, c'est plus démocratique. Ah, d'accord. Ouais, donc il y a quand même une sélection, voilà, bien sûr, sur les donc notes. Donc c'est ton dossier, tes notes et oral, tout. etc., mais t'as plus le concours. Ah, je pensais qu'il y avait encore le concours. Alors que c'est vrai que c'était moins démocratique, parce qu'en vrai, t'avais, les foyers aisés pouvaient faire des prépas, etc. Sûr. Mais c'est vrai qu'au moins, moi je pense que c'est pendant mes années de première et terminale que j'ai préparé le concours qu'au final j'ai le plus progressé académiquement parlant, parce que du coup je lisais des économistes tous les jours, je lisais tous les Berchan et Milza d'histoire, enfin tu vois, je préparais mes épreuves comme une dingue. Et c'est là où tu t'es rempli. T'arrives et du coup t'es plus à l'aise en effet. Mais bon, après, ça dépend des matières. Hein, tu vois. Les maths, ça n'a jamais été trop mon truc. On en a encore en première année. Mais maintenant que tu es arrivé, finalement, là où tu as toujours rêvé d'être, comment tu continues à rêver ? C'est drôle, c'est une question que je me suis beaucoup posée en me disant c'est quoi le step d'après, c'est-à-dire que je pense que je suis exactement là où j'ai toujours voulu être. Donc ce qu'on peut me souhaiter déjà, c'est que ça dure, c'est-à-dire que j'ai appris à rêver au fait que ça dure, à pas tout de suite avoir le truc d'après. Moi aujourd'hui on me demande qu'est-ce que tu veux après, je dis ah non mais en fait j'aime tellement ce que je fais que l'après pour l'instant c'est je veux que ça soit comme maintenant, et après faut anticiper d'autres choses qui pourraient... Enfin, voilà, faut nourrir d'autres curiosités et surtout, faut penser à ce que je ferais une fois que... Parce que c'est pas le tout d'avoir envie d'exercer ce métier, il faut que ce métier ait envie de moi. Donc, à un moment, il y aura forcément une jeune femme, un jeune homme plus frais, plus lumineux. J'ai reçu Jean-Luc Reichmann sur le podcast, qui n'est pas sans savoir qu'il a plus de 60 ans, qu'il anime toujours les 12 coups de midi et qu'a priori, il est là pour rester. C'est un homme. Mais qu'est-ce qui ferait que ça change ? Nous, les femmes, on est plus... on va te dégager ? Non, mais alors... On va pas me dégager moi, mais forcément à un moment on aura peut-être, alors peut-être pas maintenant, mais en effet les femmes vieillissent quand même moins à la télévision que les hommes, clairement. Il y a presque une impunité de l'âge pour un homme, alors que nous, on nous fait comprendre qu'à partir d'un certain âge, ça devient ridicule de faire ça ou c'est compliqué de faire du divertissement. Moi, j'ai quitté M6, le meilleur pâtissier, outre le fait qu'on me proposait encore une fois mon Graal à la télévision, en me disant attention, si je veux vieillir en télé, il faut qu'on arrête de me regarder, il faut qu'on m'écoute. Tu vois, et ça c'est un virage qui a été salvateur pour moi parce qu'en effet je pense qu'à un moment en divertissement pur il y aura toujours une femme, une jeune femme avec laquelle je suis pas en rivalité, mais juste une femme plus fraîche, plus jolie, plus pimpante, plus pimpante plutôt que pimpante, plus pimpée et pimpante, qui arrivera et qui séduira plus les téléspectateurs, et nous on se fan quoi, mais on nous le fait bien comprendre. En fait moi ce qui m'énerve dans ce que j'entends, t'as raison. En fait t'es pas censé séduire les spectateurs. Je pense pas qu'on demande à Jean-Luc de séduire. Non, une femme, tu vois, on te demande d'être jolie. Donc de séduire aussi. C'est quoi être jolie ? Mais tu vois, et pourquoi ? Mais de séduire aussi. Est-ce que tu pourrais confronter les personnes avec qui tu travailles, si jamais un jour ils te disent voilà, désolé, on veut quelqu'un de plus frais, et leur dire en fait concrètement, est-ce que tu peux me donner 3 arguments de pourquoi une femme de plus de 50 ans n'a pas sa place sur un plateau alors qu'un homologue masculin l'a ? Alors déjà, les choses changent. Je sais pas comment il pourrait dire consciemment. Alors déjà, on te le dira pas. T'as des rides. Non, mais on te le dira pas. On te le dira pas. On va pas dire frontalement à une femme qu'on l'écarte parce qu'elle a un peu passé l'âge et qu'il y a des femmes qui voilà. Donc ça, c'est sûr. Après, c'est pas que les hommes qui portent ce regard-là sur les femmes. Je ne sais pas si une femme a envie de se voir vieillir
C'est-à-dire que pour moi, à travers moi, en fait. Il faudrait. C'est-à-dire que comme aujourd'hui, ouais. t'es admiré à juste titre et les gens s'identifient à toi, le fait de te voir vieillir à l'écran, en fait, il y aurait une forme de normalité qu'on accepterait enfin que la femme vieillisse, alors que si jamais on te remplace par quelqu'un de plus jeune, on reste dans le cercle vicieux de la femme qui regarde la télé et se dit « Ok, donc après 40 ans, je n'ai plus de valeur ». Ouais. Alors, je n'ai plus le droit d'être là. Je serais curieuse de savoir en effet, et moi j'espère vieillir avec mon public. Après, quand je te dis être remplacée par quelqu'un de plus jeune, c'est aussi être remplacée par un regard plus neuf. Je pense que si je fais 10 ans de témoignages, à un moment peut-être que moi-même, ça va être redondant et je vais même plus me surprendre. Alors qu'un regard neuf sur la maternité, est-ce qu'à 55 ans, ça sera pas pénible que je pose des questions à une jeune femme de 30 ans? Est-ce qu'elle aura pas envie qu'une jeune femme de 30 ans qui a vécu la même chose plus récemment lui pose des questions? Je pense qu'à un moment, moi, dans mon domaine qui est le témoignage, il faut juste que je reste connectée avec les sujets que je traite et qu'il n'y ait pas d'usure et que je m'auto-soule pas un peu, tu vois. Ouais, donc il y a ce désir de renouvellement, c'est vrai. Mais parce qu'en vrai, là, tu te fais l'avocat du diable, c'est-à-dire que tu nous expliques pourquoi ce serait plus aussi... ça pourrait être justifié d'entendre une voix plus jeune, plus fraîche, mais moi je sais parce que je suis dans l'autoconviction. qu'à un moment tu trafiquais ta page Wikipédia pour te mettre un âge plus jeune. Alors, ça n'a donc rien tu à n'es voir pas avec la télévision. À l'aise. Ah non, moi je suis pas du tout à l'aise. D'ailleurs là, j'arrête pas de te dire, j'ai 40 ans, je crois que je le dis jamais comme ça. Alors moi, je fais tellement une différence entre la télévision et moi, mon rapport à l'âge. Moi, mon rapport à l'âge, j'ai beaucoup de mal avec le temps qui passe. Alors aujourd'hui, j'assume mon âge parce que je commence à toucher du doigt ses avantages et sa liberté dont on parlait en début d'entretien. Donc là, je commence à me dire, c'est génial mon âge. C'est génial parce que justement, je me suis affranchie un peu du regard des autres, parce qu'aujourd'hui, ma carrière, j'aime pas, mais est un peu établie, parce que je me connais, parce que je m'apprivoise. Donc, en effet, c'est un âge super. Mais pendant des années, et même ma fille te dira que ça fait à peu près 5 ans qu'il me fête mes 39 ans à la maison. Donc, je n'ai que des bougies 39 qui me ressortent chaque année. Abby m'a proposé quelque chose récemment. Elle me dit, tu sais, maintenant, l'année prochaine, maman, on va te fêter tes 38 ans, 37 ans. Donc, je vais faire Benjamin Button. C'est-à-dire que maintenant, je vais les choses à l'envers. Et elle m'a dit, à 35 ans, on remontera parce que ça sera pas crédible. C'est devenu un joke à la maison. En ce moment, j'en parlais avec une amie de mon âge. Vraiment, cet âge-là charnière des 45-50, c'est un peu compliqué parce qu'on commence à devenir les vieux des jeunes et on est les jeunes des vieux. On est un peu entre les deux. Nous, les femmes, c'est compliqué. À partir de 50 ans, s'habiller, c'est difficile. Je dis pas qu'il y a des femmes superbes, je remets pas en question la beauté des femmes, mais on est comme ça un petit peu entre deux. Moi, j'ai beaucoup d'amis, de copines comme ça qui se disent, je peux plus porter un short en jean d'été parce que j'ai passé l'âge, je peux pas montrer mes bras parce que j'ai peut-être passé l'âge. Il y a un truc comme ça où on se cherche un petit peu. Il y a la fin de la période de la fertilité de la femme qu'on te rabâche. Moi, je vois, il suffit une femme de 45 ans qui va chez le gynécologue, on te parle comme si elle avait 80. Enfin, on nous balance des trucs. Et encore une fois, j'avais un dîner de copines il y a pas longtemps où on avait tout cet âge-là, et on nous disait la violence de ce qu'on nous renvoie, qu'on renverra jamais à des hommes. Toi qui as écrit un livre sur ce sujet, on ne renverra jamais un homme de 45 ans qui est peut-être moins fertile qu'à 30, alors que nous, non mais madame, vos ovaires sont vieux. Donc il y a quelque chose quand même que je trouve assez difficile, c'est l'âge de la fin de la maternité, de la préménopause. Alors, j'en suis pas là, mais c'est ce qu'on me dit et ce qu'on me rabâche en permanence. Donc je trouve que c'est un âge un peu compliqué. Ouais, non, c'est très intéressant. Et puis en plus, ce que j'entends dans ton discours, c'est plus global que l'âge et l'apparence physique. Tu vois, c'est vraiment oui, complètement. Une forme de deuil du temps qui passe. Complètement, c'est un deuil, c'est exactement ça. Mais en fait, pour moi, là aussi, et c'est très lié à ce que tu nous disais quand tu nous parles de tes copines qui se censurent sur ce qu'elles peuvent porter ou non, moi, ce qui m'interpelle, et c'est un peu le cœur de mon travail en ce moment, tu vois, bien sûr, de tout ce que tu véhicules. De ma sociologie, c'est le côté, tout est une question de conditionnement social. En fait, c'est que c'est dingue de se dire que, en fait, si on voyait des figures publiques porter des shorts en jean à 55, à 60, à 70 ans, on n'aurait pas ces pensées-là. Donc en fait, tu vois, c'est vraiment arbitraire, c'est une pensée extrêmement limitante qu'on a choisi d'avoir. Et de même, pour le temps qui passe, on pourrait choisir de vivre dans une société où on se dit, en fait, on célèbre avec joie l'année qui arrive, parce qu'on se dit, mais putain, quelle chance, oui, je viens de passer une année.
Mais après, là où je te rejoins, Mais c'est pour ça que très je te dur de le suis. faire à un niveau Ouais. individuel. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est aller à l'encontre Je de suis la d'accord. société, c'est déconstruire. Et je pense que c'est ton succès aussi, c'est le succès de toutes ces femmes qui véhiculent ça. Je vois parce qu'ici, il y a partout des mantras, prendre le pouvoir de sa vie, il y en a partout autour. La confiance en soi ne repose pas sur le reflet dans la glace, donc je me reconnais. Et je suis d'accord, moi par exemple, je me suis abonnée à des femmes comme toi ou à des femmes qui sont qui sont dans cette mouvance-là, et ça me fait du bien vraiment. C'est-à-dire que j'ai inondé mes réseaux de pensées comme celle-là, qui sont des femmes libres. Je te considère comme une femme libre. La semaine dernière, sur Safe Zone, t'es arrivée pas maquillée. Et bah oui, pourquoi ? En fait, t'avais pas envie. Pourquoi ? Je trouve que c'est un truc de liberté. Moi, je m'aime comme ça. Je n'en éprouve pas le besoin. Si je le fais, ça sera juste pour répondre au regard des autres. Et aujourd'hui, je n'en ai pas envie. Je trouve que c'est un truc de liberté qui est beaucoup plus de ta génération que la mienne. Donc moi, c'est vrai que j'ai envie d'être portée par ta génération, et de façon individuelle. Je ne vais pas me dire que parce que je porte un short en jean, moi, je vais aider. Alors peut-être t'as raison. Là où tu me dis, il faudrait que des personnalités publiques le fassent. Ah ouais, mais vous tu as avez peut-être un rôle raison. énorme. Ouais, t'as peut-être raison. Et moi, c'est ce qui m'a aidé au début, en fait, où j'avais des complexes aussi, mais le fait de me poster en sous-vêtements sur les réseaux, même si au début c'était difficile. Tu vois, ça, je suis admirative, j'y arriverai pas, moi. En fait, tu sais, quand tu reçois des messages de personnes qui te disent, mais en fait, merci, je trouve ton corps beau, et on a quasiment le même, et en fait, du coup, voir le tien, ça me permet de Mais ça me fait lien. ça tous les jours. Avec les femmes que je suis comme toi, ça me fait ça tous les jours. Moi, je le faisais pas pour moi, tu vois, je le faisais pour les autres. Et à la fin, en fait, ça devient seconde nature, et tu as musclé, on va dire, ton cerveau aussi à te voir, tu as à raison. t'accepter comme tu es. T'as parfaitement raison. Mais en fait, c'est oser qui est difficile. Et après, je pense à ta pierre à l'édifice en me disant de quelle manière je pourrais. Eh ben, écoute, je t'invite à m'aider. Ouais, parce que je carrément. j'entends. Et moi, quand je vois à quel point des femmes comme toi, comme les vidéos que tu fais, ou des femmes comme de mes amies qui s'appellent Ludivine, qui postent avec ses défauts et qui militent pour s'accepter tel qu'on est. Moi, je vois à quel point vous me faites du bien. Parce que je suis comme tout le monde, en fait. Je veux pas qu'on me parle de summer body, ça m'angoisse. Je suis exactement comme vous, à me peser. Enfin, comme vous, je sais pas si tu te pèses. Tu te pèses ? Non, pas du tout. Mais tu te pesais avant ? Ouais, bien sûr. Et après, j'ai réalisé que ça me faisait plus de mal que de bien. Parce qu'en fait, même si tu te dis non, mais c'est pour voir, tu te vois très bien dans la glace, t'inquiète que si tu prends 20 kilos du jour au lendemain, tu le verras. Donc non, c'est une forme de contrôle. Après, je ne juge pas, hein, j'ai été cette personne. Mais en fait, je crois que moi, j'ai réussi à m'en détacher à partir du moment où j'ai commencé à faire pas mal de muscu. Ouais. Et en fait, comme du le coup, poids pèse voilà. lourd, le muscle comme je pèse plus lourd, j'étais t'es là dit, à me dire en fait, j'ai arrêté de me peser parce que du coup, ça fucked up avec mon état d'esprit, parce que je vois que c'est plus lourd, mais en soi, moi, je me préfère et puis je suis plus forte, donc c'était ce à quoi j'aspirais. Mais tout ce conditionnement dont tu nous parles, ça a entraîné quoi comme comportement de ta part ? Comment tu as... Je me suis pas rebellée, hein. J'ai eu de cesse de faire du 38, en fait. Est-ce que tu as cherché à peser moins ? Est-ce que tu as cherché à les satisfaire ? Mais bien sûr. Comment ça a changé ton quotidien ? Mais bien sûr. Enfin, moi, je suis quelqu'un... récemment, je suis d'accord avec toi, je me suis dit qu'un chiffre ne pouvait pas conditionner ma journée. Donc, je fais partie, et là, je le dis jamais parce que ça va se retrouver en une de machin, elle ne quitte pas sa balance, mais en effet, moi, je fais partie des gens qui se sont pesés régulièrement, et s'il y a 200 grammes de plus, ça m'est arrivé de me dire, que ces 200 grammes de plus m'ont fait passer une mauvaise journée. Vraiment. Donc, récemment, je me suis dit, il faut que je la balance, cette balance, et que j'arrive à me peser. Alors, je me suis pas pesée pendant un mois. Cet hiver, et du coup j'ai pris un peu de poids et je me suis dit il faut quand même que je me pèse un peu parce que moi ça me permet de me contrôler un petit peu, donc j'essaie de le faire une fois par semaine, mais clairement je suis mieux dans ma tête et dans ma peau quand je ne me pèse pas, c'est quand même dramatique. Donc j'ai essayé de rentrer, et toute ma vie j'ai essayé. Aujourd'hui, je commence à peine à faire le deuil de la silhouette parfaite que j'aimerais avoir, en fait, que j'aurais aimé avoir. Et commencer à me regarder dans la glace en me disant « Mais tu as ça de joli, tu ne seras jamais Eva Longoria, en fait. » Mais je commence à le faire, encore une fois, à mon âge. Il faut savoir aussi que, quand je te dis j'ai été conditionnée, la télévision fait prendre du poids. Pas parce que je mange des pains au chocolat. Visuellement, la télévision vous fait prendre 5 kilos. Donc, si vous êtes juste très mince dans la vie, vous serez mince à la télé. C'est pour ça qu'on dit toujours que le plateau, on croirait très grand. On croirait que c'est très grand quand on le voit à la télévision. Puis quand on arrive sur le plateau, on dit c'est tout petit. C'est la même chose pour un corps. Donc moi, beaucoup, on m'a dit finalement, vous n'êtes pas aussi grosse. C'est-à-dire que, encore une fois, je fais de la télévision, c'est-à-dire qu'on me parle de cette silhouette tout le temps. C'est un sujet, en fait.
Je fais un métier où mon physique est un sujet, où on m'en parle, où les gens dans la rue, ils vont me dire « j'adore votre pull, oh, là dis donc, vous étiez pas enceinte ». Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas que moi qui nourris ces complexes. Le choix de métier que j'ai fait, là aussi. Après, tout ce que je t'ai dit sur les... Je suis pas sûre qu'aujourd'hui, les animatrices qui arrivent sur le marché aujourd'hui soient soumises aux mêmes contraintes. Non, aux mêmes contraintes. Si, aux mêmes contraintes du bureau de presse, bien sûr. Le jour où dans les bureaux de presse, il y aura moi, du 40, à Cannes, 42, j'ai vécu la même chose que toi. Hein. Bah oui. Tu t'arrives et c'est tu dingue dis, parce qu'on se dit que si nous on trouve pas, non, c'est terrible pour une immense partie le nombre de fois où à Cannes, je me suis retrouvée à essayer toutes les robes du monde et juste, je ne les fermais pas. Et je me dis, je devais monter les marches. Bon, c'était il y a 1000 ans, hein, mais je suis jamais retournée. Mais voilà, et c'est hyper angoissant et on a l'impression d'être une bête curieuse. C'est vrai que c'est horrible. Hein. C'est hyper humiliant. Et puis ça entretient la comparaison. Je me suis retrouvée un jour avec une animatrice. On m'avait fait un truc horrible. Il y avait une animatrice qui était superbement bien foutue à côté, qui devait faire un 34-36, qui était vraiment gaulée. Et donc on me faisait essayer les robes. Moi j'avais l'air d'un rôti. C'était du 36, je faisais pas. Donc j'étais. Et juste après, on lui donnait la robe. On lui donnait la robe. Donc, en fait, à côté, elle arrivait en disant « Je sais pas pourquoi tu n'aimes pas cette robe. » Et je disais « Mais parce qu'en fait, juste, je rentre pas dedans, quoi. » Donc, non, mais c'est vrai. Après, je pense qu'aujourd'hui, les choses changent et que ce que j'ai entendu, grâce à vous, grâce à des femmes comme ça, grâce à tous ces mouvements qu'on entend et grâce à ces femmes qui s'assument, je suis pas sûre qu'aujourd'hui, on s'autoriserait à parler pareil à des femmes d'une autre génération. Mais je peux me tromper, hein, mais peut-être que des jeunes femmes, déjà sur YouTube, je sais pas, mais je serais curieuse de savoir si c'est ma génération qui en a souffert ou si celle d'après qui font mon métier, on leur dit les mêmes choses. Il y a certains, tu vois, TikTok, ça entretient quand même beaucoup l'idée de la... T'as des trends, en fait, qui malheureusement, c'est une question de trend. Là, c'est un peu la trend des... old money, old money rich. C'est quoi ça ? Écoute, c'est un peu une tendance de... je trouve ça assez fascinant, je sais pas comment ça a émergé, mais tu vois, du petit blondinet avec le petit pull polo, tu vois, attaché, tennisman, et sa copine blonde, super skinny, tu sais, les enfants du country club. Ah, très bien, je vois très bien. C'est la trend. Ah, Martha's Vineyard, d'accord. Et du coup, beaucoup de jeunes ados de 13-14 ans aspirent à ressembler à ces personnes, mais tu vois, c'est le problème de placer des standards, c'est de se dire des idéaux, c'est de se dire, attends, tu n'es pas censé ressembler à cette personne pour te trouver belle ou pour être valorisée ou pour être considérée. Oui, je comprends. C'est juste une tendance. Donc bon, les critiques sur ton physique, forcément, ça fucked up aussi beaucoup la confiance en soi. Comment t'as réussi aussi à dealer avec les critiques plutôt liées à ton activité professionnelle? J'ai vu qu'il y avait une émission, je crois que c'est Dilemme, je fouine un peu, que tu avais animé et que ça avait été un peu mal accueilli par la critique. Comment on le vit, ça ? Je trouve que c'est très dur en plus, dans un monde où la télé, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'oubli. On n'oublie rien. Alors, tu te trompes. En fait, c'est l'inverse, en fait. La télé n'a aucune mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire l'actualité jusqu'au mauvais buzz de 2 jours après. Donc en fait, Dilemme, on m'en parle parce qu'à l'époque, alors que quand tu vois ce qui a été fait après, mais c'était une émission enfant de cœur, hein, vraiment. Mais à l'époque, je me souviens, j'étais arrivée dans une soirée, on m'avait tendu un micro en me disant, ça fait quoi de présenter l'émission la plus épouvantable que la télé n'ait jamais connue ? C'était une émission, voilà, tu t'en souviens pas ? Bah non, parce que je pense que tu n'étais pas née. Mais c'était une émission comme un peu Secret Story, c'est une émission d'enfermement où c'était des hommes en rouge qui étaient entièrement, comment te dire, dans une combinaison rouge, qui lançait des dilemmes à des gens et c'était pas très glorieux. Il y avait des trucs. Enfin, c'était vraiment. En fait, c'était de la télé-réalité. Mais depuis, il y a eu 1000 trucs. C'est juste qu'on était un peu encore au début de la télé-réalité, que c'était un concept qui avait fait parler. C'était Alexia Laroche-Joubert et Stéphane Courby qui produisaient, donc tout le monde attendait ça. Voilà, c'était pas glorieux. Dès que j'ai une de mes copines qui se plante en télévision, je lui envoie toujours un message en lui disant « Aujourd'hui, ça te fait mal. La vérité, c'est que dans 2 jours, tout le monde a oublié, en fait. Tout le monde a oublié. Si tu prends aujourd'hui les animatrices télé et que tu fais leur cursus, on a tous des fours, des trucs qui se sont mais lamentablement plantés et personne ne s'en souvient. Donc en ça, là tu me parles parce que tu as été fouillé, mais sinon, tu vois, on s'en souvient pas, c'est clair. Ah non, mais je l'aurais pas su. Et sur le moment, ça fait mal. Non, mais tu vois, moi, ce qui on s'en relève facilement. Voilà, c'est comment. Je trouve ça assez dur et beaucoup de notre génération, vu que on est assez investi dans notre vie professionnelle, de distinguer ce qu'on accomplit avec qui on est. Comment tu arrives à ne pas incarner cet échec, en fait ? Comment tu arrives à le dissocier de toi ? Ça, je pense que c'est quelque chose de générationnel parce que toi,
c'est vraiment tu es toi dans tout ce que tu fais. Moi, il m'a fallu du temps. Aujourd'hui, je suis moi, mais c'est un métier. Vous, les créateurs de contenu, pardon, je sais pas si tu te considères comme ça, mais tu es une créatrice de contenu. Votre métier, c'est vous, c'est votre chez vous, c'est votre humour, c'est votre machin, et trucs comme ça. Moi, j'anime des émissions, je présente des émissions. Avec le temps, je suis de plus en plus moi, mais il y a quand même un peu une dissociation. Je me filme pas dans mon quotidien, je me filme pas au réveil, j'ai pas, c'est vraiment avec un script, un travail, c'est sur un plateau, c'est pas chez moi. Donc il y a quand même un peu une différence. Donc l'échec ne te touche pas? Si, bien sûr que si, l'échec me touche jamais. Tu vois, on a fait une émission avec Arthur l'année dernière qui s'appelait Un flirt et une danse, que j'ai trouvé hyper jolie et je regrette pas cette émission, mais elle a pas marché en audience. Et Arthur, dès le lendemain matin, m'a envoyé un long message absolument adorable pour me dire: tu n'y es strictement pour rien, ne te remets rien en question, chose qu'on dira peut-être pas à toi si ça fait une vidéo et que ça se plante, parce qu'on dira bah ouais, mais enfin c'est elle du bout jusqu'au bout, c'est ses idées, c'est elle qui a filmé. Moi, je travaille aussi au service de l'idée et d'un concept d'un autre. Donc en l'occurrence, Dilemme, c'est pas moi qui produisais, voilà, je présentais, donc j'étais déçue. Ça peut mettre un frein un peu à ta carrière. Tu peux dire là, je vais me faire un peu discrète pendant quelques mois, mais ça n'est pas rédhibitoire. Ça n'est pas rédhibitoire. Après, est-ce que je me suis déjà remis en question sur des échecs? Bien sûr, parce qu'il y a aussi, encore une fois, là où je m'éloigne un peu de ce que je viens de dire, c'est qu'en effet, je ne présente pas un dossier marketing où on va me juger sur mon dossier. Je me présente quand même moi, ma tenue, mon humour et tout. Donc, il y a quand même un petit peu où on se ressemble. Mais je suis quand même au service d'un programme qui ne m'appartient pas. Donc, j'ai réussi toujours. Je me suis souvent effondrée. Et puis, c'est une déception parce que souvent, j'ai adoré le tourner. Parce que moi, j'adore tellement mon métier que même quand ça se plante, je me dis, en fait, on me reprendra jamais ces moments. J'ai adoré le faire, en fait. Je me suis éclatée. Un flirt, une danse, c'est des super souvenirs. Donc, quand ça s'arrête, je suis juste déçue parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais j'ai adoré, on me le volera pas. Personne ne me volera ces moments de vie. Donc, souvent, je suis déçue. Je suis déçue pour les équipes. Je suis déçue pour les enjeux financiers. On est un peu humilié. Parce que quand vous faites une sale audience le lendemain sur les réseaux sociaux, on dira pas que le producteur s'est planté, on dira gros échec pour Faustine Bollard. Donc il y a des jours où vous avez les épaules un peu lourdes. Le lendemain, à l'heure des audiences, à 9h02, quand c'est un échec, vous avez un peu envie de vous recoucher. Vous fermez un petit peu les écoutilles pour la journée. Mais bon, 3-4 jours après, il y a quelqu'un d'autre qui s'est planté et le coup de projecteur va être sur lui. Et en fait, vraiment, la télé n'a aucune mémoire. Ça a été quoi l'échec le plus douloureux à vivre pour toi Professionnellement ? Pro ou perso Non, professionnellement, douloureux. Tu vois, maintenant que tu m'en parles, je sais pas si je peux utiliser le mot douloureux parce que c'est très fort. Une grosse déception parce que je l'ai pas bien vécu, parce que le tournage s'était pas bien passé, que j'ai vécu quelque chose de moche du début jusqu'à la fin, à part quelques rencontres. C'était Rising Star, c'était une émission qui était sur M6, qui a été un four total. Et c'était un peu humiliant parce que ça devait être... en fait, c'était un mur digital. C'est-à-dire que c'était comme un télécrochet. Le mec venait chanter, il était devant un mur digital et en fonction des votes, les photos des gens s'affichaient. Et si le mur était rempli, le truc se soulevait et il avait gagné de passer à l'étape suivante. Le télécrochet 3.0, voilà, exactement. Le télécrochet 3.0 et tout. Il s'avère que ça a été énormément attendu et que la question de savoir qui allait l'animer était un vrai truc. Ça devait être vraiment le phénomène, le projet qu'M6 portait à l'époque. Donc tout le monde se demandait qui allait l'animer. Ils avaient essayé de démarcher énormément d'animateurs sur les autres chaînes. Personne n'avait voulu y aller. Du coup, il s'était un peu rabattu sur moi. Non, mais vraiment, je suis très lucide. Et on avait été choisi avec Guillaume Play à l'époque parce qu'il se disait, lui, il était présent sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc, on avait été choisis tous les deux. Et donc, ça a fait un four. Et donc, au moment où on avait été choisis, les gens s'étaient dit un peu « Ah ouais, tout ça pour ça, quoi. Ça fait des mois qu'on nous parle de super méga stars. » Et nous, on était beaucoup plus les petits jeunes. Moi, j'étais un peu bobonne sur M6. Lui, il était en puissance. Les gens, on avait un peu... Voilà. Et donc, quand ça s'est planté... Il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est parce qu'ils n'étaient pas assez costauds tous les deux. Donc déjà sur le tournage, j'ai pas un bon souvenir parce que c'était difficile, parce que pour plein de raisons et au niveau de l'animation, au niveau de tout, enfin c'était très dur et c'était pas du tout un bon souvenir. J'ai pas apprécié le moment du tout. Et après, en effet, on nous l'avait beaucoup fait reposer sur les épaules. Et puis en plus, comme c'était une émission qui durait plusieurs semaines, quand au bout de la 4e semaine, vous savez qu'il y a que votre mère qui regarde et que on n'a même pas envie de se lever le lendemain matin parce qu'on sait que ça va être de pire en pire. C'est-à-dire quand on est pris dans la spirale, on peut pas s'arrêter parce qu'elle va être diffusée l'émission et que vous savez que ça va être un four, vous savez que... Et pour l'instant, ça avait jamais été publié encore. De quoi ? Quand tu dis on savait que ça allait être un four, l'épisode 1 n'était pas sorti. Si. C'est-à-dire qu'une fois que l'émission 1, le truc 1 s'est bien passé et qu'en fait tu vois la courbe qui chute pendant toute l'émission, donc tu pars à 4 millions, t'arrives à que dalle et tu vois que la semaine d'après c'est plié, tu sais bien que c'est plié. Seulement quand il y a 5 ou 6 émissions enregistrées toutes les semaines, tu vas à l'échafaud en fait. Parce que tu sais que ça va pas remonter en fait. Et est-ce que, qu'est-ce qui ferait
que potentiellement ça remonte la pente? Moi, je pense que quand il y en a aussi mauvais démarrage, en l'occurrence qu'à l'époque, c'est un peu enterré, il y a un peu un rejet du concept. Donc, à moins qu'on réécrive complètement l'histoire, mais en fait, comme c'est un truc un peu feuilletonnant, qu'on retrouve le première émission, on retrouvait d'autres saisons 2, pendant la deuxième émission, tout est imbriqué, donc on peut pas tout d'un coup tout changer. Non, je pense qu'il y avait un rejet du concept, quoi. Mais c'est juste qu'à chaque fois qu'on arrivait au jour de tournage, moi, je transpirais, je me disais, oh là là, je vais me faire petite, et on sait qu'on va avoir une mauvaise note. Nous, les animateurs, on est notés tous les matins. Moi, tous les matins, j'ai une note. Par qui? Par les audiences, en fait. Ah ouais, d'accord. Tous les matins, à 9h, je sais si j'ai bien bossé la veille. Et je sais si les gens aimaient mon travail. Donc, on vit quand même avec une forme de pression. C'est un peu comme la pression des chiffres des réseaux sociaux. Exactement, c'est pareil. Oui, je sais pas comment toi, mais tu vois tous les jours. Tu regardes les vidéos, combien il y a de vues. Alors moi, je suis vraiment pas particulièrement... pour préserver ma santé mentale... Justement, je regarde pas trop. D'accord. Mais bon, tes abonnés, tu le vois bien. Forcément, c'est une vidéo cartonne, tu le vois aussi. Ouais. Mais il y a quand même, en effet, inconsciemment, ce truc où t'es un peu... Et d'ailleurs, les gens te considèrent aussi pour ça. J'en parlais dans une table ronde récemment sur YouTube. En fait, c'est que t'as des personnes qui te considèrent par ton nombre d'abonnés. Ouais. Tu sais, mais on est un peu dans Black Mirror. Hein. Ouais, ça m'étonne tu pas. vois, où t'es plus considéré, si t'as plus d'abonnés. Ouais, c'est clair. Et c'était, d'un côté, c'est sûr que si jamais tu rencontres Chiara Ferragni demain dans la rue, tu sais que c'est la créatrice de contenu italienne, oui, forcément, t'es hyper impressionné, on va pas dire le contraire, tu vois, mais c'est plus de la curiosité. Mais après, moi, je trouve ça très dommage que ça joue sur la considération qu'on peut avoir sur quelqu'un. Parce qu'en fait, je suis d'accord. Le fait de bien s'entendre avec quelqu'un, c'est pas du tout lié finalement à son nombre d'abonnés. Ouais, tu sais que c'est pareil en télévision parce qu'il y a des gens qui portent des gros projets et d'autres des moyens, ce qui ne remet rien en question à leur qualité d'animateur. Avec des codes différents, je comprends ce que tu veux dire. Les mêmes données. Ouais, les mêmes données, exactement. Comment est-ce que tu progresses ? Je me regarde, pas trop, c'est dur de se regarder, c'est assez éprouvant. J'écoute beaucoup ce qu'on me dit en fait. C'est-à-dire que moi j'ai des producteurs qui sont très attentifs et et je leur dis toujours mais dites-moi en fait. Là en télé c'est très important d'avoir une voix un peu posée. Très vite quand on est une femme justement plus d'ailleurs on monte dans la poissonnière et moi quand je suis un petit peu up je peux très bien monter avec une voix où on a envie de me taper. Donc je fais très attention à ça, placer ma voix, je parle très vite, j'ai des tics. Donc en fait là je parle vraiment de l'aspect technique. Technique. Ça, j'ai des gens qui ronronnent dans mon oreille et qui me disent régulièrement de faire attention à ça et de faire attention à ça. Et après, comment on progresse ? Progresser, je sais pas. J'aurais envie de te dire que moi, dans mon émission, je me dis pas je vais progresser. Je me dis je ne vais jamais me lasser. Je veux avoir la même fraîcheur pour une interview au bout de 7 ans que la première saison. Voilà. Donc ça, c'est un exercice de reset permanente pour arriver avec la même curiosité, la même fraîcheur. Il faut jamais être blasé, il faut toujours être surpris. C'est un truc de conditionnement soi-même, de jamais se conditionner et d'être toujours surprise. Je sais pas comment l'expliquer. C'est difficile à expliquer. Mais c'est un exercice mental, tu vois, c'est un gainage mental, clairement. Et en perso, comment tu progresses ? Ça peut être sur des loisirs, ça peut être sur... dans ton couple, ça peut être sur j'essaie sport. De lire pas mal. Non, je me suis remis à la lecture récemment. Parce que je trouvais parfois que je manquais de vocabulaire et j'étais très frustrée de ne pas pouvoir exprimer exactement ce que je voulais dire parce que je touchais les limites de mon lexique. J'aime toujours me dire ce soir, aujourd'hui, j'ai appris quelque chose. Je ne savais pas ce que voulait dire ce mot, j'ai appris une expression, je ne connaissais pas l'histoire de tel pharaon. Je dis ça parce que voilà, et ça j'aime et ça me fait un bien fou et ça m'aide beaucoup dans mon métier aussi. Je me sens beaucoup plus armée pour dans mes interviews, d'être meilleure, tout simplement. C'est un travail que je fais au quotidien. Tu ferais quoi si tu avais plus de temps ? Je verrais plus mes enfants. Même si je les vois beaucoup, je suis une maman très présente. Mais tu vois, tout à l'heure, je les ai quittés. J'avais le cafard. Je me suis dit, parce que moi, j'habite pas à Paris, donc je les quitte une nuit par semaine ou 2. Mais par contre, je peux être des journées entières, comme le mercredi ou lundi avec eux. Donc j'ai un rythme qui n'est pas totalement un rythme classique pour une maman. Et si j'avais du temps, je le passerais beaucoup avec eux, en fait. Si j'avais du temps, je lâcherais mon téléphone. Tu penses vraiment que tu le ferais ? Tu penses pas qu'on est accro ? T'as pas complètement accro. Tu vois, moi, je pense que dans l'idée, je dirais la même chose, mais dans les faits, c'est faux. Parce que même quand j'ai le temps, je check mon tel toujours au moins genre une fois par heure. Tu trouves pas que le temps, quand tu le poses et que tu l'éteins,
comme si le temps ralentissait, c'est-à-dire 2 heures sans téléphone et avec téléphone, ça change tout. Les 2 heures de téléphone, ils sont passés comme ça, tu n'as pas vu le truc, tu les arrêtes, le temps que tu as de disponible et à quel point le temps se ralentit d'un coup et que tu savoures le moment. Est-ce que tu éprouves ça le soir quand tu couches, tu éteins ton portable, tu as toujours ces 2 petites minutes de soulagement, de dire la tempête est finie, entre guillemets. Tu vois, mon portable est éteint, il est sur mode avion. Tu l'éteins ton portable la nuit ? Alors non, je l'éteins pas, mais il est toujours en silencieux. Voilà, et moi, je lâche mon tel genre 1 heure avant d'aller me coucher. Ah ça, c'est bien. Et je lis après. Donc, c'est top. Quand ça, j'ouvre un livre, j'ai ça parce que moi, je me dis un peu... les livres, c'est tellement mon échappatoire. C'est bien, ouais. Qu'en gros, je me dis, quelle que soit la journée que j'ai passée, je prends ce temps-là. Je vais me réfugier. J'essaie de le faire aussi. Il va se passer autre chose, tu vois. Ouais, t'as raison. Mais bon, après, moi, j'ai la chance de pas être maman, ça va être mal interprété. J'ai le temps, tu vois. Non, mais faut pas se planquer. J'ai le temps aussi, j'aurai le temps. Mais c'est vrai que ce moment de lecture est important. Je suis très admirative des parents. Enfin, je trouve que c'est mettre sa vie au service maintenant de quelqu'un d'autre. Et ça demande un altruisme qui est extraordinaire. Enfin... Oui, mais en fait, il est induit, c'est-à-dire que ça n'est jamais ça n'est pas un effort. Ouais. C'est-à-dire que ça te coule. Enfin, tu n'as pas le choix. L'amour ne te donne pas le choix, en fait. T'as envie, en fait. T'as envie, en fait. Voilà, exactement. Ouais. T'as absolument envie de ces moments-là. Ouais. Mais ce qui n'empêche pas d'avoir des moments où tu as envie à nouveau de t'appartenir. Parce que moi, la plupart du temps, j'appartiens à mes enfants et je me réjouis et je te dis que je m'angoisse qu'ils s'en aillent. Donc c'est à tel point ça me rend heureux et j'adore qu'ils m'occupent tout mon temps pour pouvoir revendiquer mon droit à avoir des après-midi à moi où je m'appartiens. Mais oui, mais t'en as envie et c'est surtout une source de satisfaction, d'amour. Tu reçois tellement que tu reçois autant que tu donnes. Faut pas penser que c'est un don gratuit. Tu reçois et ça te remplit tellement que c'est totalement un échange équilibré en fait. Ah, c'est rassurant. Non. Pourquoi ça t'angoisse ? Ouais, un peu. Moi, je t'avais dit, je crois, dans Safe Zone, je suis pas sûre de vouloir des enfants. Ouais. Parce que justement... T'as peur du fil à la patte en fait même. Ouais, exactement. Exactement. J'imagine que comme j'en ai pas, du coup je me rends pas compte de ce côté win-win. Hein, tu vois. Ouais, c'est vraiment win-win. Je vois que le côté... ça va m'empêcher de... Si là, demain, je veux aller, je sais pas, au Canada, je peux pas. Ou alors moi j'ai embarqué mes enfants au Canada très jeunes, mais c'est ce que l'exemple. C'est un bon exemple le Canada. Si tu pourras. Vu que je suis en effet, j'espère une femme libre, je vois ça comme une atteinte à ma liberté. Alors que tu vois, je trouve ça beau et j'aime l'idée de donner la vie, etc. Mais parce que tu ne ressens pas parce que pardon, je t'ai interrompu, parce que tu n'as pas cet amour qui te nourrit pour l'instant. Ça n'est que tu ne vois que ce côté privation de liberté, mais tu n'as pas l'être à aimer qui te remplit de liberté aussi et qui va te révéler aussi. Avant d'avoir un enfant, tu l'avais pas non plus. Donc tu vois, je me demande comment, qu'est-ce qui a fait que toi t'as voulu en avoir un, même si tu savais pas que en fait, ça allait te donner l'amour que tu vis et que tu ressens aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais que j'ai eu envie d'en avoir ? Parce que c'est quand même en plus, avec les métiers qu'on fait, etc., tu savais que ça allait pouvoir avoir un impact dans ta vie professionnelle parce qu'on vit pas dans une société, malheureusement, en fait, où si tu réfléchis, c'est pas un sujet, tu vois. Ouais, si tu réfléchis, c'est comme le mariage, tu fais pas, en fait. Ah ouais. Non, je pense qu'il y a quelque chose, il faut pas intellectualiser trop, il y a quelque chose d'instinctif, c'est-à-dire est-ce que tu as envie d'être maman ou pas ? Est-ce que tu as envie de transmettre ? Est-ce que tu as envie d'avoir un bébé dans tes bras et de l'accompagner ? Est-ce que enfin, tu vois, après, moi, je ne porte aucun jugement pour ceux qui n'en veulent pas. En revanche, si tu as un doute et que l'argument est ta privation de liberté, la maman que je suis, ultra indépendante, j'adore mon métier, c'est-à-dire que je me suis jamais arrêtée de travailler et j'ai travaillé jusqu'à mes 9 mois de grossesse. Là, j'ai accouché 8 jours après et j'ai repris très vite. Te dira que ça n'est pas au contraire, c'est une force incroyable dans ton métier parce que tu sais pourquoi tu y vas, tu sais ce que tu vas ramener chez toi derrière, tu sais c'est passionnant, tu vois tout ce que tu fais aujourd'hui de transmettre sur les réseaux, transmettre à une mini-toi, ça fait un peu narcissique de dire ça, mais à un être vivant et tout ce que cette personne te libère. Moi, mes enfants m'ont libéré des angoisses parce qu'en fait, ils ont remis les priorités dans le bon sens, j'ai arrêté de me regarder le nombril, ils m'ont ouvert le regard sur le monde et leur amour m'a donné une force incroyable. Mais en effet, tant que tu n'en as pas, c'est vrai, là, à chaque fois on me dit toujours t'en as pas, tu peux pas t'entendre. C'est vrai. Le jour où on te met ton bébé dans les bras, pas le jour, parce que encore une fois, il y a des femmes qui s'attendent à ce qu'il y ait un coup d'amour que tu te prends sur la gueule et je trouve ça hyper important de se dire que non, parfois non, et que parfois tu mets des mois à tomber en amour de ton enfant et que c'est vraiment un petit étranger avec lequel il faut faire connaissance. Mais il y a jamais le bon moment pour avoir un enfant. Jamais.
Donc, faut surtout pas se poser la question. C'est toujours le bordel. Hein. C'est quand on a envie, finalement. C'est quand la vie a décidé, quand on a envie, quand tu peux te dire, mais il y a jamais un bon moment, même voilà, dans ton emploi du temps, ça n'existe pas. Et deuxième chose, on ne regrette jamais un enfant, selon moi. Jamais. Je connais personne qui me dit j'ai regretté d'avoir mon enfant. Eh ben, je te passerai un livre que j'ai de Mona Chollet, sorcière, où elle interviewe des femmes qui regrettent d'avoir eu des enfants. Qui regrettent ? Ouais. Ah ouais. Et qui témoignent. T'as jamais fait un sujet sur ça si, commence aujourd'hui ? Mais en fait, c'est. En fait, elle l'aime. Elle l'aime. Voilà, c'est ça. Elle c'est l'aime, la nuance. mais c'est juste que et c'est là moi où je trouve ça cool qu'aujourd'hui on se pose la question. Si j'avais su, je n'aurais pas été maman, mais j'aime follement mon enfant. Voilà, ça, j'en ai rencontré. C'est ou vrai. juste je l'ai fait sans trop réfléchir justement. Je l'ai fait trop rapidement et je me dis putain c'est une responsabilité. Il y a une femme quand qui a même, écrit récemment Mère indigne ou un truc comme ça, qui a écrit et qui a dit en effet si c'était à refaire, je le referais pas. C'est vrai. Oui, t'as raison. En tout cas, c'est cool que la parole se libère. Et de toute façon, moi, c'est ma sœur jumelle qui veut déjà 5 enfants. Camille, on t'embrasse. Ce sera très cool. J'espère qu'elle en aura avant moi. Comme ça, je pourrais voir si déjà, tu vois, mes neveux et nièces, il y a le feeling, tu vois. Encore une fois, moi, j'ai jamais eu vraiment le feeling avec les enfants forcément des autres. Mais t'as une patience que t'as pour tes enfants que t'aurais absolument pas pour les autres. Alors quand c'est neveux et nièces, il y a quand même du sang à toi, donc tu peux les aimer follement. Mais il y a quand même quelque chose de la patience. Moi, je me réveillerai pas la nuit pour qui que ce soit, à part pour mes propres enfants. Donc faut pas idéaliser les choses non plus. Ouais. Mais je pense que ça, enfin moi en tout cas, parce que je parle pas pour les autres, mais moi en tout cas, ça a décuplé ma force et ça m'a ouvert des perspectives même intellectuelles qui me passionnent et aujourd'hui clairement ils sont ma force, même les jours où il y a des choses que je ne peux pas faire mais je choisis de pas les faire parce que je les choisis eux, donc ça n'est pas pas subi. Non, c'est pas subi, c'est choisi et choisi avec bonheur. Écoute, quelques dernières questions pour toi, mais tu sais quoi, après tu me dis si t'es pas à l'aise d'en parler, mais je me demande juste, comme ça fait 10 ans je crois que t'es avec ton mari, si t'as des conseils pour nous autres récemment célibataire. Comment tu fais ? T'as quel âge toi, Louise, déjà ? 25. Ah oui, à chaque fois je parle. Oui, t'as raison. Ouais. Comment tu fais pour durer ? En fait, tu vois, moi je suis dans une relation très saine, j'apprécie toujours la personne énormément, mais en fait on est arrivé au bout d'un cycle et du coup j'ai un peu cette peur maintenant de me dire mais en fait ça va faire ça avec tout le monde. En fait on va se lasser au bout de 5 ans et enfin tu vois. Genre, voilà. Qu'est-ce que tu as à nous partager ? Moi, je pense que c'est un travail de chaque instant, un couple. Parce qu'en fait, évidemment qu'il y a des cycles. Évidemment, il y a des moments où on a envie de tuer l'autre, où on se dit qu'on est arrivé au bout de quelque chose. Mais en fait, ça se nourrit, ça se travaille. C'est juste de ne pas renoncer, en fait. Après, il faut savoir au fond de toi que c'est la personne qui te donne envie de dépasser ces étapes-là. Pour les bonnes ou mauvaises raisons, parce que moi, en effet, évidemment, tout le monde a des crises, mais tu fais le choix tu fais le choix de te renouveler, tu fais le choix de te remettre en question, et c'est un travail de tous les jours, je trouve, un couple. Mais c'est pas quelque chose l'amour éternel n'est pas quelque chose qui te tombe dessus et qui saupoudre ta vie. Et mon Dieu, n'a jamais eu. Je ne connais pas un couple qui n'a pas des crises profondes. C'est-à-dire, ça n'est pas naturel de partager la vie de quelqu'un qui est juste différent, en fait, qui est juste un autre, et dont t'as pas forcément les codes. Et puis surtout, en plus, 10 ans, tu grandis, tu vieillis, tu prends des chemins différents, des chemins professionnels, tu deviens parent, puis tu te retrouves sur certains sujets, puis tout d'un coup, tu as des projets, puis après, tu n'as plus de projets. Enfin, la vie sentimentale est un long chemin de remise en question et d'adaptation et de souplesse. Et je pense néanmoins que c'est surtout le respect de la liberté de l'autre. C'est-à-dire que nous, on se dit toujours, avec mon mari, il y a toi, il y a moi, il y a le couple et il y a la famille. Et il faut qu'il y ait tous les pôles qui existent. Et quand il a besoin, je sais que je respecte l'homme qu'il est et son besoin, de ses passions, de sa liberté, des choses qui, moi, ne m'intéressent pas, que je laisse vivre pleinement, et vice-versa, et réciproquement. Donc, je pense qu'il est hyper important, tu vois, tu me dis, j'ai l'impression que ça va être une aliénation de ma liberté, un enfant. Je pense qu'un couple ne doit jamais l'être. Je n'ai pas envie que mon mari me dise, j'irai jamais faire ce voyage parce que je vais pas vous quitter pendant 2 mois. S'il me dit, oui, j'ai pas envie de m'éloigner de vous, ça me ferait, finalement, le ratio du manque me fera pas profiter du moment, ok. S'il me dit juste, non, parce que je vais pas faire ça, au contraire, moi, je veux que l'homme qu'il est, l'écrivain, le réalisateur, tout ça, je veux qu'il s'épanouisse, et donc, il faut respecter la bulle de l'autre. Et même les bulles où je n'ai pas ma place. Tu vois, il y a des moments où j'ai pas envie que mon mari, il ait envie de tout faire avec moi. Je suis ravie qu'il ait un monde auquel je n'appartiens pas. Et déjà, pour qu'il ait des choses à me nourrir. Et moi, j'ai pas envie non plus d'avoir à lui rendre des comptes sur mes choix et sur des envies que j'ai qu'il ne partage pas. Et je pense que tout ça doit nourrir le couple. C'est là où cette troisième entité. Et après, la famille qui est encore une entité. Mais je pense qu'il faut respecter tous les pôles, toutes les libertés. Moi, j'ai des copines qui me disent « Oh là là, je peux pas sortir ce soir. » C'est même dans ma génération où à côté,
En fait, si tu veux pas aller à la soirée à laquelle ton mec a prévu d'aller, parce que je sais pas, t'as pas envie ce soir-là, pas envie, en fait. voilà, et ben ton mec va te faire la gueule en mode franchement ça se fait pas, tu pourrais quand même venir, moi je vais passer pour un con, je suis désolée mais en fait je vais pas me forcer à aller à la soirée à laquelle t'as envie d'aller si je n'ai pas envie d'y aller. Après oui, voilà, on peut faire des efforts, il y a une soirée professionnelle, c'est important d'y aller, on met pas toutes les soirées. Mais en fait, je suis d'accord. En tout cas, je suis très d'accord avec toi avec le côté en fait s'oublier dans l'autre n'est pas une solution. Non, moi je suis contre le couple fusionnel. Voilà, je pense qu'il ne faut pas le couple fusionnel. Je pense qu'à un moment, les bébés couples aussi qui se rencontrent à 20 ans, en général ça explose souvent à 40. Parce qu'on a pris des voies différentes, parce qu'on a évolué. Je pense qu'il y a une remise en question permanente, des mises à jour permanentes, parce que chacun vieillit. Et puis accepter, en fait, c'est vrai que c'est fou ça, tu vois, il y a un côté où même moi, j'ai tendance à être impressionnée par les couples qui se sont rencontrés à 17 ans, et genre ils sont toujours ensemble à 35, et tu te dis, ouais, waouh, c'était leur premier amour. Mais en fait, c'est pas plus ou moins noble que de rencontrer son mari à 30 ans si en fait la personne avec qui on a passé les années d'avant ne nous correspond plus. En fait, c'est ça. Non, je suis d'accord. Il faut savoir l'accepter, quoi. Ouais. Donc ça, c'est vrai qu'il y a le un côté, conte de fées, on s'est rencontrés jeunes. Pour des personnes, ça arrive, mais moi, je suis très contente. J'ai rencontré mon mari à 34 ans. Je suis très bien. J'ai vécu ma vie. Je suis devenue qui j'étais. Je savais ce qui me convenait et je l'ai rencontré, je trouve, parfaitement au bon moment. Mais si on rencontre son plus 1 à 20 ans, c'est très bien. Mais ça n'est pas un Graal ou un objectif, selon moi. Et vous n'êtes pas moins bien parce que peut-être vous nous écoutez, vous avez 30 ans, vous êtes célibataire, en fait. Complètement. Il y a tellement d'exemples autour de moi. Moi, des copines qui me disent j'ai 37 ans, je suis célibataire. Je dis mais en fait, en plus, l'amour de sa vie. Oui. Et en plus, on rencontre des gens parfois à nos âges, enfin mon âge en l'occurrence, ou à 35 ans pour 10 ans de moins, tu m'étonnes, ça fait mal. Les choses vont beaucoup plus vite. C'est-à-dire que moi, j'ai une copine à 35 ans, elle me dit tu te rends compte, je vais devoir le connaître, je vais devoir rencontrer sa famille, je vais devoir rencontrer ses copains, je vais devoir habiter avec lui, et après peut-être on aura des enfants. Je dis non, à 35 ans, ça va vite en fait, parce que tu te connais. Donc tu sais beaucoup plus ce qui va coller avec toi, ce qui va pas matcher. T'arrives beaucoup plus à écouter ta petite voix qui te dit non mais ça tu sais que c'est rédhibitoire en fait, et tu sais qu'il y a un truc qui te plaît pas. Donc en fait c'est un gain de temps et les choses vont beaucoup plus vite quand c'est la bonne personne, je trouve, à 34 ans. Si jamais tu pouvais nous recommander un livre ou un film ou un documentaire, enfin juste quelque chose qui t'a touché, marqué, et que t'aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent, ce serait quoi? J'aime bien les livres comme Le pouvoir du moment présent d'Eckhart ou en fait j'aime bien les livres, et je pense que le tien est dans ce sens-là, qui sont assez pratiques. C'est-à-dire que là on se dit plein de choses, on est plein de bonnes intentions, mais je pense que comme tu le dis très bien, il y a une musculation du cerveau pour arriver à la plénitude, à cette réconciliation avec soi, à se regarder différemment. Et ce livre-là, avec des points très précis, mais même souvent il dit dans le livre de poser le livre et de faire cet exercice-là immédiatement, m'a donné des clés pour m'ancrer dans le présent. J'ai beaucoup de difficultés, moi je suis nostalgique du passé, un peu en angoisse de l'avenir, donc j'essaie au maximum d'essayer de m'ancrer vraiment dans le présent. Et celui-là m'a un peu fait reset du cerveau pour me donner un nouveau pli pour essayer cet exercice-là. Et je trouve que les livres de développement personnel ou les livres comme ça, où vraiment on est dans quelque chose de pratique, j'aime bien de se dire, moi j'ai des gens qui me disent fais une liste de gratitude le matin, fais une liste de toutes les choses qui t'ont rendu, des trucs vraiment pratiques qui peuvent être un peu anecdotiques. Tu sais, les livres avec des bullet points qui me donnent envie de mourir là, où on se dit c'est vraiment c'est du gadget. Et ben moi je trouve pas. Je pense que, et ce livre, mais comme d'autres, il y en a pas mal, peuvent donner les clés de façon très concrète pour mieux s'accepter, mieux s'aimer, peuvent donner même des tips, j'aime pas ce mot-là, mais qui peuvent à long terme vraiment te réconcilier avec tes baskets, quoi. Et donc j'invite ceux qui sont curieux de ce genre de livre à aller chercher ces outils concrets plus que quelque chose parfois d'un peu vertigineux, qui sont des grands mots et qui sont parfois un peu stériles et un peu neutres, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est marrant parce que je pense qu'il y a des moments pour lire des livres. Moi, tu vois, j'ai essayé de lire Le pouvoir du moment présent l'année dernière, à une période où j'allais pas bien du tout. Il est pas simple, hein. Et en fait, il est très exigeant. Ouais, genre, il est tombé des bras, quoi. Non, mais en fait, je lisais. Et ouais, après je pense que c'était particulier. Voilà, moi j'avais un problème de santé mentale, et donc en fait l'écueil c'est d'essayer de trouver la réponse dans les livres, alors que clairement il fallait voir un psy. Non. Mais du coup c'est vrai que j'étais d'accord avec tout ce qu'il disait, genre je voyais la beauté du livre, je voyais la richesse du livre, mais ça n'imprimait pas.
Oui, je Genre comprends. vraiment, et du coup je l'ai fermé au bout de la moitié, je me suis dit écoute, tu le reliras plus tard. Je pense qu'il faut pas le lire Et- quand on n'est pas bien, ce livre. Ouais, Moi, je En l'avais effet. lu en vacances, sur Ouais, une ouais, plage, en prenant le temps de le picorer, et puis il faut y retourner. Parce qu'on comprend, c'est quand même très riche. Donc parfois on fait 2 pages, puis on y retourne, et puis il y a une différente lecture. Donc c'est un livre qui vous accompagne, mais qui en effet, il faut être disponible dans sa tête. Il Ouais, faut pas ouais. y aller en souffrance. T'as raison, parce que quand j'allais bien, l'année d'avant, j'avais lu Journal intime d'un touriste du bonheur Mhm. de Jonathan Lehmann, que je te conseille, qui est très bien. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous Je pouvez l'ai vu, écouter. ouais, J'ai j'aime bien fait lui, ouais. 3 épisodes avec lui sur le podcast, c'est le seul à être passé autant, mais en fait, c'est un disciple d'Eckhart Tolle, Ouais. et il a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, si ça vous parle, à mon avis, vous apprécierez ce livre. Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower, qui est-ce que t'aimerais entendre? Alors ça paraît absurde, parce que c'est un animateur que je connais un peu de loin, mais pas tellement personnellement, et qui a plein de choses à partager, j'en suis persuadée. Il a une image un peu désuète, et je l'ai jamais vraiment, j'ai envie de l'entendre parler vrai, parce que j'imagine le monstre de sensibilité qu'il doit être et le parcours qu'il a dû avoir. C'est Stéphane Bern. D'accord. Stéphane Bern, qui un jour a fait la couverture de Paris Match avec son homme, alors que personne n'a vu les choses venir. Il a une image tellement propre, tellement jolie. Je ne l'imagine pas avoir... J'aimerais savoir sur quel sujet il a des émotions, quelles sont les choses qui le mettent en colère, outre évidemment ses combats, notamment pour la sauvegarde du patrimoine, mais vraiment l'aspect humain. C'est quelqu'un qui est toujours poli, toujours souriant, toujours bien élevé. J'ai envie de savoir ce qu'il met en colère, j'ai envie de savoir ce qu'il fait pleurer, j'ai envie de savoir, j'ai envie de le décoiffer en fait. Ok. Donc je te laisse faire. J'adore, je l'ai imaginé en plus au sens Avec propre, sa tu mèche. vois. Non mais on a envie de savoir, je suis persuadée qu'il a une richesse folle Mm. et le décalage entre ces animateurs, voilà, encore une fois, très propres, très gendre idéal et la vérité de ce qu'ils sont et leur fragilité extrême me touche profondément. Ouais, ça peut être hyper intéressant. Écoute, je vais te poser la question signature du podcast. Vas-y. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie? Eh bien, écoute, on revient au début, parce que prendre le pouvoir de ses vies, c'est ne plus avoir peur. Voilà, ne plus avoir peur, oser, prendre des risques et finalement s'affranchir totalement du regard de l'autre. Et ça, c'est-à-dire vraiment être qui on est, dire ce qu'on est, s'habiller comme on est, sans jamais filtrer par peur. J'aime beaucoup Faustine. Écoute, je te souhaite de ne plus du tout avoir peur. J'ai l'impression d'avoir fait une vraie psychothérapie. Oh, écoute, non mais franchement, ça me fait grave plaisir que tu sois venue. En plus, comme tu disais, c'est le premier podcast que tu Ouais. fais, donc merci à toutes celles et ceux Merci qui beaucoup. sont encore là. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, je te jure. Encore là, Je crois qu'il y a 80% des gens qui écoutent jusqu'au bout. Sérieux? Ah bah dis donc, bah, je Big les up. embrasse. Donc si vous êtes là, Faustine, où est-ce qu'on les redirige pour en savoir plus sur toi et pour en savoir plus sur ce que tu fais? Sur Insta, sur mes réseaux sociaux, bientôt sur Safe Zone, qui est une émission vraiment un peu comme celle-là où on fait, je rencontre des créateurs de contenu. C'est mon épisode de rentrée. Ah super. Et Ouais, donc ouais. ça sera sorti donc sur Safe Zone et la chaîne YouTube de Safe Zone. Et voilà, donc ça commence aujourd'hui tous les jours à 13h50 sur France 2, dans la boîte à secrets, dans Prodige et dans plein de trucs, mais surtout sur les réseaux parce que je suis touchée sur Instagram quand tout le monde vient me parler en direct. Ah bah Je là, lis tu vas avoir des messages là. Je lis tout, donc Ok. surtout n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci Faustine. beaucoup Louise pour ton écoute. Merci.